pouvez couper votre caméra. Alors, donc, au menu de ce webinaire. Hop. Donc, incorporer le changement climatique dans son projet de rénovation, gâteau ou cerise. Donc, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous la présence de Charlotte Piel, qui est architecte à Les Échos Architectes, et de Rémi Baucher, qui est directeur de Bâtilab. Donc, Charlotte Piel, elle est spécialisée en matériaux biosourcés architecture bioclimatique. Et donc, Bâtilab, c'est le centre de ressources techniques du bâtiment durable en Bretagne. Et donc, c'est une structure qui s'adresse à l'ensemble des professionnels de la filière de la construction. Et donc, voilà, Rémi vous présentera plus en détail l'association tout à l'heure, mais donc elle s'adresse à l'ensemble des professionnels de la filière construction et elle diffuse l'information au sein du secteur et elle favorise le partage d'expériences. Donc, au programme de leur intervention croisée, vous aurez voilà, merci de descendre, Nathalie, s'il te plaît. Voilà, on pourra aborder ensemble donc, la rénovation énergétique au regard de l'atteinte des objectifs de 2050, également les indicateurs du confort d'été, les principes de l'architecture bioclimatique, les solutions architecturales aux risques climatiques et on abordera également les mesures de maladaptation qui sont quand même un gros sujet. Et on aura avec nous notre collègue Paolo Dos Santos, qui est conseiller collectivité à la LEC du Pays de Rennes, et donc qui nous parlera de l'accompagnement dans la maîtrise en énergie et la rénovation du patrimoine communal. Donc, service que la LEC propose, notamment au sein de son conseil en énergie partagée. Voilà. Alors, donc, je vais dès à présent passer la parole à Rémi Baucher, qui va donc nous présenter Bâtilab. Bonjour Jeanne, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et donner l'occasion d'échanger autour de ces questions qui sont évidemment majeures. Je dis juste quelques mots pour compléter la présentation qui a été faite de Bâtilab, pour vous dire ou vous rappeler que c'est un réseau qui est régional, qui existe en Bretagne depuis un peu plus d'une douzaine d'années maintenant et qui a été mis en place par les pouvoirs publics, l'ADEME, la région, l'Adréal, et qui est soutenu par ses 3 membres fondateurs et également financé par des fonds européens. On est donc sur un périmètre régional, mais notre action s'inscrit aussi dans un cadre national, puisque dans chaque région de France, on a un centre de ressources qui porte peu ou prou les mêmes missions que nous, et on bénéficie donc d'une animation par les acteurs du plan bâtiment durable et par l'ADEME, ce qui nous permet d'être finalement une courroie de distribution entre les services de l'État et les acteurs professionnels en région. Au sein de Bâtilab, notre spécificité, c'est finalement d'être un acteur du décloisonnement, puisque dans notre réseau, on réunit peu ou prou tous les acteurs de la filière, quelle que soit leur profession. Donc, c'est un réseau de professionnels, mais qui réunit tout autant des maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. On a des bailleurs, on a des bailleurs sociaux, des promoteurs, on a les acteurs de la maîtrise d'œuvre, architectes, bureaux d'études, ingénierie, entreprises, artisans, des structures de conseil et d'accompagnement comme la LEC ou comme Bresalec, etc. Voilà, donc finalement, quoi qu'on opère, quel que soit le sujet sur lequel on intervient, il y a un élément clé transversal chez nous, c'est de permettre l'échange et le dialogue entre tous les professionnels de la filière pour favoriser l'appropriation des thématiques. Et en un mot, parce que je ne vais vraiment pas tout détailler, vous dire comment est-ce qu'on travaille au quotidien. Eh bien, finalement, on a un certain nombre d'axes qu'on développe avec des temps de rencontre et d'échange qui procèdent à ce que je viens d'exposer. Ça peut être une visite de chantier, ça peut être une journée technique, comme on en a organisé une cette semaine à Saint-Brieuc autour de l'économie circulaire. On est un centre de ressources techniques, donc on a également vocation à proposer un certain nombre de ressources pour acculturer l'ensemble des membres de notre réseau. C'est beaucoup de ressources documentaires qu'on met en accès libre en ligne. Et puis, en tant qu'acteur régional, on a pas mal d'actions en collaboration. C'est cet axe-là qu'on appelle collab avec d'autres réseaux régionaux que vous connaissez certainement, comme par exemple Bresalec, mais aussi les acteurs du solaire, Atlanson. On travaille beaucoup avec Claro HLM Bretagne. Voilà. Et on porte ensemble des projets structurants d'animation de la filière autour des enjeux de construction et de rénovation durable. On a également un axe autour de l'accompagnement. On est là plutôt sur un outil qui vient aider les maîtrises d'ouvrage à atteindre de manière assez transversale et complète les objectifs d'un bâtiment durable avec un outil de certification de bâtiment qui est propre à la Bretagne, qu'on a mis en place et qu'on porte. Et puis, on a un volet aussi attractivité. Si on parle là d'attractivité des métiers,
on va sensibiliser les jeunes, plutôt les collégiens qui sont en cours d'orientation, pour donner à voir tout ce qu'il y a d'intéressant à faire en termes de, enfin tous les métiers qui font sens autour de la construction, de la rénovation durable, et essayer de revaloriser un petit peu ces métiers qui sont pour beaucoup en tension. Et évidemment, pour mettre tout ça en musique, on a un fort volet communication pour aller porter cette parole au plus près des professionnels qui sont concernés sur le territoire. Voilà de manière assez succincte comment on opère au sein de Batilab. Merci beaucoup Rémi pour cette présentation succincte mais détaillée, c'est important. Je vais laisser la parole à Charlotte Pienne du coup, qui va pouvoir nous présenter les échos et donc nous parler des principes de l'architecture bioclimatique. Merci. Ça marche. Bonjour à tous, donc Charlotte Pielle, moi je suis architecte spécialisée en éco-construction et en performance énergétique. Je suis certifiée concepteur européen de bâtiments passifs pour ceux à qui ça parle. Voilà, j'ai un fort intérêt pour tout ce qui est projet de rénovation, puisque c'est une grosse partie de notre activité, et pour tout ce qui est changement climatique, puisque l'idée est de s'intégrer effectivement dans ces changements qui sont en cours et auxquels on va devoir s'adapter. Voilà, on a une agence qui est au sud de Rennes et qui est spécifique, enfin qui travaille spécifiquement sur tous ces sujets-là. Comme le disait Jeanne, on va commencer le webinaire donc, par une première introduction sur la rénovation énergétique au regard des objectifs 2050. L'objectif de cette introduction, c'était de refixer un petit peu le contexte en France. Donc en France, le secteur du bâtiment, il est responsable de 24% des émissions de CO2 et 43% de l'énergie consommée. Donc c'est un levier très important dans la transition écologique et c'est un enjeu majeur et son objectif, il va être triple. Premièrement, baisser les consommations d'énergie. Deuxièmement, réduire les coûts liés à la facture énergétique. Et troisièmement, réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Tout ça, c'est les objectifs et les intentions qui vont pouvoir nous permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050, comme c'est la volonté finalement de notre projet national. Donc, pour y arriver, on va devoir réduire notre empreinte carbone pour les bâtiments. Aujourd'hui, en France, on est en moyenne de 10 tonnes, on émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an et par personne. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez connus. Et donc, d'ici 2050, on devra diviser par 5. Donc, on a un effort assez substantiel à faire et nos interventions dans le bâtiment vont forcément avoir un impact sur cette émission de carbone puisqu'on est responsable de 23% des émissions. Pour la facture énergétique, c'est le même sujet. Le bâtiment, il est responsable de 43% des dépenses et donc on va devoir diminuer d'au moins 40% notre consommation énergétique d'ici 2050. Donc là aussi, l'effort à faire est substantielle. Et ce qu'on peut voir sur le graphique que je vous présente ci-dessous, c'est qu'on va devoir aussi changer nos méthodes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande part des énergies qu'on utilise sont des énergies fossiles. À terme, il faudra qu'on utilise majoritairement des énergies renouvelables, voire décarbonées, pour pouvoir atteindre les objectifs. C'est d'ailleurs, dans les scénarios de l'ADEME, c'est d'ailleurs ce qui en ressort aussi, puisque du coup, dans tous les scénarios, on va devoir utiliser au moins 70% d'énergie décarbonée et renouvelable. Donc, la rénovation performante, c'est effectivement une solution pour arriver. Il va falloir concilier la réduction de consommation d'énergie et la réduction d'empreinte carbone. Et donc, en ça, la rénovation performante, elle est efficace, puisque là, j'ai remis un petit diagramme de Dorémy qui nous permet de comprendre ce qu'est une rénovation performante. Il a découle en 5 points. Donc, pour descendre les consommations d'énergie, il y a le dernier point qui est d'atteindre le niveau BBC ou équivalent, donc de consommer moins de 80 kWh par mètre carré par an dans nos bâtiments. Et pour toute la partie descente de l'empreinte carbone, il y a
évidemment cette notion de on va descendre nos consommations, donc on va faire des économies de carbone, mais il y a aussi tout ce qui est préserver le bâti, avoir une qualité de l'air intérieur qui est saine et avoir un confort, puisque l'adaptation au changement climatique, c'est aussi ça, savoir s'adapter en été comme en hiver aux différents aléas climatiques auxquels on va être soumis. Donc voilà pour une première introduction. On va pouvoir embrayer après. Voilà. Je te laisse, Jeanne, reprendre la main sur la suite. Oui, merci beaucoup pour cet exposé, Charlotte. Bah, alors justement, on parlait des objectifs 2050 et maintenant je vais passer la parole à Rémi Baucher, donc, qui va justement nous présenter le cadre réglementaire actuel et les outils qui sont à destination des professionnels concernés. Et Rémi va également nous parler des indicateurs du confort d'été, donc, qui est quand même un gros enjeu également présent sur le territoire. Merci. Oui, merci. Alors en effet, comme l'a très bien présenté Charlotte, la réduction des consommations d'énergie, la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, et tout ça en offrant, en tout cas pour le bâtiment, un cadre de confort. Alors le mot confort, voilà, il peut être pris de différentes manières. On parle quand même là d'un bâtiment qui soit vivable, hein, dans lequel on puisse à la fois dans les logements se reposer et dans nos lieux de travail vivre plus que enfin, confortablement, mais c'est-à-dire sans mettre en péril notre santé. Alors, demain, vous l'avez déjà, j'imagine, détaillé dans les précédents webinaires, mais quand même quelques éléments de contexte. Dans quel climat on va vivre en Bretagne? J'ai mis là juste un chiffre clé qui est la température record qui a été atteinte en 2022 dans les Côtes d'Armor, 40,9 degrés. Donc, ça nous met un peu en perspective sur ce à quoi on doit être capable de s'adapter. Voilà. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails. Je mets juste un document ici sur la droite qui est une production du réseau Action Climat, qui est une publication très intéressante qui détaille région par région des spécificités, des enjeux par territoire. Alors, pour revenir peut-être plus précisément à la filière bâtiment dans ce contexte-là, on peut se poser la question du fait, est-ce que la filière est prête? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que nos bâtiments permettent de répondre à cet enjeu climatique? En l'état, très clairement, la réponse est non. Pour autant, est-ce que c'est possible? Et là, j'ai envie de dire que très certainement, en tout cas, les solutions, elles existent. J'ai mis un petit visuel ici c'est un projet d'un architecte de notre réseau, mais peu importe, c'est l'agence Faber. Il est particulièrement intéressant ce projet puisque finalement il vient mixer tous les enjeux. On a sur la gauche de l'image un bâtiment à réhabiliter, qu'il s'agit de réhabiliter consciencieusement pour répondre aux enjeux, et ça c'est techniquement possible. On a au milieu une petite placette où on voit là qu'on a aussi un enjeu en termes d'aménagement, parce que si à l'échelle des bâtiments on est capable de créer des conditions de confort par forte chaleur, les solutions ne sont pas que techniques et à l'échelle du bâtiment, mais elles se raisonnent bien entendu à une échelle plus large et à une échelle notamment d'urbanisme. On voit ici quelques arbres sur cette placette, les notions de végétalisation, enfin voilà, tout se résonne aussi à une échelle qui est quand même un petit peu plus globale. On a en fond d'image un bâtiment patrimonial, là aussi une spécificité où il va s'agir de restaurer et d'adapter ce patrimoine avec toutes les contraintes que cela impose, mais ça doit certainement être possible. Et on voit sur la droite de l'image une construction neuve où on est là dans un contexte où, j'ai envie de dire, on sait certainement beaucoup mieux faire, on est beaucoup mieux préparé, notamment grâce à la réglementation, à construire aujourd'hui des bâtiments qui seront très agréables à vivre dans le contexte qu'on a évoqué. Alors, pour se pencher un petit peu plus sur la question de la rénovation, que dit la réglementation? Puisque Jeanne, c'était un petit peu la commande de faire un petit point sur ces aspects réglementaires. Aujourd'hui, on va dire que la réglementation pour le patrimoine existant, elle se traite de deux manières différentes. Et pour savoir dans quel cas de figure on se trouve, il faut analyser trois critères. C'est d'abord la surface du bâtiment considéré. Est-ce que la surface, la Schon, donc c'est la surface hors œuvre nette, je ne rentre pas dans le détail du calcul, mais bon, voilà. Est-ce qu'on est sur un bâtiment de plus ou moins de 1000 mètres carrés? Ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est quel est le montant des travaux envisagés? Et il s'agit de comparer ce montant des travaux
au coût de la valeur du bâtiment. Alors, ce coût de la valeur du bâtiment, ce n'est pas un coût, comment dire, commercial, hein, c'est un coût qui se calcule avec un indice. Enfin, voilà, les textes et les décrets ont précisé de la manière de calculer ce montant-là. Donc, il s'agit de comparer le coût des travaux envisagés à la valeur patrimoniale. Et enfin, on va regarder l'âge du bâtiment, est-ce qu'il est antérieur ou postérieur à 1948. Et donc, si on est à la fois supérieur à 1000 m² de chaude, si on a des travaux qui sont supérieurs à un quart de la valeur patrimoniale du bâtiment et qu'on est sur un bâtiment postérieur à 1948, si on coche, et seulement si on coche ces trois cases, on rentre dans le cadre d'une rénovation dite globale. Et donc, il y a une réglementation spécifique qui s'applique. Et si on est dans l'autre cas, on est dans un autre contexte et on va pouvoir traiter le bâtiment dans le cadre de la RT élément par élément. Alors, j'apporte quelques éléments pour expliquer de quoi il retourne. Alors, la réglementation thermique, ça peut être extrêmement technique hein, quand on rentre dans les modes de calcul, etc. C'est absolument pas l'objet de ma présentation. C'est plutôt d'expliquer voilà, dans les grandes lignes les orientations et les choix qu'on peut opérer. Et surtout les liens avec la thématique d'aujourd'hui, le confort thermique. Donc, dans la réglementation élément par élément, quand on ne coche pas l'un des trois critères, ou aucun des trois, eh bien, on nous demande d'atteindre des seuils minimaux de performance pour les éléments sur lesquels on va intervenir en termes de travaux de rénovation. Donc, il y a 8 postes qui sont concernés, c'est la ventilation, les parois opaques, l'eau chaude sanitaire, les parois vitrées, le refroidissement, l'éclairage, le chauffage et les énergies renouvelables. Pour ce qui concerne ce fameux confort d'été, il y a 4 postes finalement qui sont impactés. C'est la ventilation mécanique, puisque les débits de ventilation et la qualité de la ventilation va souvent permettre, en cas de forte chaleur, d'évacuer plus facilement la chaleur et donc va jouer un rôle qui pourrait être un rôle de rafraîchissement, mais ce n'est pas toujours le cas. Je ne rentre pas dans les détails, on en parlera plus tard. Les parois opaques, on parle là de l'enveloppe du bâtiment. Évidemment, le bâtiment, plus il sera isolé et finalement mieux il va être capable de gérer un flux de chaleur qui vient de l'extérieur et peut-être limiter, retarder son arrivée à l'intérieur du bâtiment. Les parois vitrées, on a plusieurs facteurs ici. Ça va être sur l'orientation des façades du bâtiment. En fonction de l'orientation des façades du bâtiment et donc des parois vitrées, on va avoir des apports plus ou moins forts en fonction de la saison et de la journée, mais aussi en fonction de la nature du vitrage. Donc là, on a un vrai levier aussi pour limiter l'entrée de chaleur dans le bâtiment à un moment, enfin dans une échelle temporelle qui peut être à la fois dans la journée, mais sur l'année. La question du refroidissement, elle est aussi évoquée dans le cadre de cette réglementation. Je souligne ce point pour dire à quel point finalement elle est pas forcément satisfaisante et elle ne répond pas aux enjeux de cette réglementation RT existant, puisque le refroidissement n'est clairement pas une solution. On parle de climatisation, hein, n'est clairement pas une solution souhaitable et acceptable. Néanmoins, elle est toujours aujourd'hui proposée dans ce cadre réglementaire. Donc, si on rentre un tout petit peu plus dans les détails de ces 4 postes-là, la ventilation, elle impose aujourd'hui des débits qui sont dits hygiéniques, qui permettent un renouvellement d'air. Alors, il y a beaucoup de débats sur les antagonismes qu'on peut avoir parfois entre la performance énergétique et la qualité sanitaire des espaces. C'est-à-dire que si on a une approche plutôt sanitaire, on va vouloir beaucoup ventiler pour renouveler l'air. Si on a une approche très énergétique, enfin très économie d'énergie, on va vouloir limiter au maximum cette ventilation. Quoi qu'il en soit, la ventilation, elle va jouer un rôle important dans le confort par période de forte température, puisqu'elle va permettre notamment de rafraîchir le bâtiment si elle est bien utilisée. Les parois opaques, là encore, on parle donc des parois verticales, des murs, de la toiture et du plancher bas.
Ces parois sont normalement isolées ou isolées et l'isolant thermique, il est caractérisé par sa résistance thermique et la réglementation impose des seuils minima de cette résistance. Donc la résistance thermique, c'est la capacité de l'isolant à freiner finalement et à diminuer le flux de chaleur depuis l'extérieur vers l'intérieur. Pour les parois vitrées, euh, la réglementation impose, en fonction de l'orientation, un facteur solaire maximum. Le facteur solaire, ça s'exprime en pourcentage. C'est le pourcentage d'énergie qui va traverser le vitrage et pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Donc, il doit être de maximum 15% pour l'ensemble des façades, sauf pour les façades qui sont orientées le plus au nord, où on peut aller jusqu'à 35%. De manière assez logique, ce sont des façades qui reçoivent peu d'éclairement direct solaire et donc moins impacté. La réglementation impose également d'installer des entrées d'air et des dispositifs de ventilation, c'est-à-dire quand on change une menuiserie, et s'il n'y avait pas d'entrée d'air, elle impose d'en installer, et de mettre en place des protections solaires mobiles dès qu'on a, là encore, un remplacement, une installation de menuiserie. Un tout petit mot sur ce volet climatisation, puisqu'il existe dans la réglementation. La réglementation impose quand même des rendements minimums et des dispositifs d'arrêt et de régulation dès qu'on change une installation. Et elle prévoit en 2027 de rendre obligatoire des systèmes de régulation de la température avec une programmation avec un pas horaire et la possibilité de pouvoir sélectionner un mode type confortable, fonctionnement réduit ou arrêt. Alors, je ne m'étends pas là-dessus, je pense que en tout cas, c'est un avis personnel, mais c'est dans la réglementation, donc je vous l'expose, mais il nous semble que ce n'est pas du tout une solution aujourd'hui qui répond aux enjeux. Le deuxième volet donc cette réglementation élément par élément, donc elle s'impose dans une grande partie des cas. Et puis dans l'autre cas de figure, c'est quand on a coché les trois critères que j'exposais précédemment. Et dans ce cas-là, c'est la réglementation thermique existante dite globale qui s'impose, où il s'agit à la fois d'aller chercher de la performance autour des économies d'énergie avec une consommation maximale qui est imposée, qui est de 80 à 195 kWh par mètre carré par an. Et ce seuil va dépendre notamment de la zone géographique où on se situe, mais d'autres paramètres. Et donc là, quand on parle d'économie d'énergie, on va regarder les 5 postes réglementaires que sont le chauffage des locaux, la production d'eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement quand ils sont là, l'éclairage et les auxiliaires. Les auxiliaires, c'est tous les systèmes type pompe et ventilation qui permettent de faire fonctionner les lots chauffage et ventilation. On a également des exigences en termes de confort d'été, mais elles sont formulées de la manière suivante. Le bâtiment doit pouvoir assurer un confort d'été acceptable afin de limiter le recours à la climatisation, hein. Donc on voit là qu'on est dans quelque chose qui est une sorte de ventre mou, là où on dit faites au mieux et si on n'y arrive pas, mettez de la clim. Bon, avec une température intérieure conventionnelle qui est un indicateur de la RT, le TIC, qui doit être inférieur à une température de référence. Donc là, c'est ce qu'on appelle un garde-fou. Et donc, on a des performances également minimales sur l'isolation, les débits de ventilation, le chauffage, etc. Donc, quand on est dans le cadre d'une rénovation thermique globale, de cette RT rénovation globale, on a un certain nombre d'exigences qui permettent d'atteindre une performance quand même un petit peu plus élevée. Il y a également un autre volet qui est le DPE qui aborde cette question-là. Il y a un indicateur dans le DPE de confort d'été qui permet de préciser. Alors, il est là à titre indicatif, il n'a aucun facteur obligatoire, hein, mais il permet de dire si on est avec un confort d'été qui est insuffisant, moyen ou bon. Bon, très clairement, la moitié des logements, il y a une étude qui a été menée sur plusieurs centaines de logements, la moitié des logements pouvaient avoir une très bonne étiquette énergie, mais être très insuffisant sur ce volet-là, qualité de l'air, confort d'été, pardon. Donc ça a le mérite d'exister parce que ça donne une indication, mais c'est absolument pas incitatif finalement
pour engager quoi que ce soit en termes d'action. Il me semble intéressant de mettre cette réglementation sur l'existant au regard de ce que dit la réglementation sur le neuf par rapport à cette notion là, du confort d'été. Et je voulais juste vous toucher un petit mot sur de la réglementation, la RE 2020, réglementation environnementale 2020, qui apporte une nouvelle notion dans le confort d'été qui est le DH, c'est le degré heure. Et elle impose finalement un niveau de confort en été qui est beaucoup plus fort puisqu'on a une température à ne pas dépasser. Cette température, elle est de 26 degrés la nuit et elle est de 26 à 28 degrés le jour. Alors pourquoi est-ce que ça évolue en journée? C'est parce qu'on part du principe que quand la température extérieure augmente, au bout de quelques jours, il y a une sorte de phénomène d'adaptation du corps humain et qu'on est peut-être capable de supporter un peu mieux une température un petit peu plus élevée. Et donc, en fonction de ce qui s'est passé les jours précédents, on peut accepter une température intérieure qui peut être légèrement supérieure à 26 degrés, mais sans dépasser les 28 degrés. Et donc, dans son moteur de calcul, la RE 2020 va calculer heure par heure, jour après jour, ce fameux degré-heure, c'est-à-dire qu'elle va calculer sur chaque heure la durée pendant laquelle on dépasse ce seuil. Et on va cumuler ça sur chaque journée et finalement sur chaque année. Et il y a donc un seuil de 1250 degrés-heure à ne pas dépasser sur une année. Donc on est là sur un calcul conventionnel avec un scénario météo qui est un scénario type qui vient moyenner des données météorologiques sur 15 ou 18 ans, je ne sais plus, et qui intègre un été particulièrement chaud qui se base sur ce qui s'est passé en 2000, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai un doute pardon, sur la date de la canicule, mais je crois que c'est La dernière, 2003. 2020. Ah oui, Alors, 2003, oui. voilà, Oui, sur la c'est ça. canicule, c'est celle de 2003. Et donc, c'est des données qui se rapprochent de 2003 qui ont été intégrées sur le scénario météo type qui est intégré dans l'aéronavale. Voilà. Donc, ça, je partage ça parce que c'est un élément de comparaison intéressant sur la manière dont on aborde les choses dans le neuf et la manière dont on les aborde dans l'existant. Aujourd'hui, très clairement, l'existant, elle part en pourbe de la réglementation avec assez peu d'exigences et notamment sur ces questions de confort d'été. C'est peu ou prou ce que je viens de dire ici. On n'a pas d'obligation qui permette de répondre très clairement aux enjeux de l'adaptation dès aujourd'hui et encore moins dans la perspective des climats qui s'annoncent pour les prochaines années. Alors, pour autant, il existe des outils on invite très largement les maîtres d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre à s'emparer de ces outils-là pour leur permettre de mieux travailler cette question du confort d'été. Il y a notamment un outil qui s'appelle la simulation thermique dynamique qui clairement aujourd'hui est, à ma connaissance, le seul outil efficace qui permette d'évaluer ce confort d'été. La simulation thermique dynamique, c'est un outil qui s'appuie sur trois données, sur trois éléments. D'abord, ce sont les données techniques et environnementales. Donc là, on va venir décrire de manière assez fine le bâtiment et dans quel environnement il s'inscrit. On va ensuite intégrer des données météorologiques qui ne vont pas être un fichier unique et finalement assez enfin assez éloigné de la réalité, comme c'est le cas pour les données météo dans le cadre de la réglementation thermique. On est là sur un fichier météo qu'on peut choisir de différentes manières. Et enfin, on va intégrer dans cette simulation tous les usages des occupants et on va aller questionner de manière assez fine les conditions d'occupation et d'utilisation du bâtiment. Et ça va nous permettre d'avoir une estimation à la fois des consommations d'énergie, mais des niveaux de confort atteints dans l'ensemble des zones thermiques du bâtiment. Donc en ce sens, c'est un véritable outil d'aide à la conception. J'illustre très rapidement ces trois points. Sur les données techniques et environnementales, on va venir détailler de manière extrêmement précise l'enveloppe du bâtiment. Vous allez me dire, on le fait aussi dans la réglementation thermique, sauf que dans l'outil réglementaire, il y a un certain nombre de données qu'on ne prend pas en compte. Je donne peut-être deux exemples.
On a là, bon, j'ai pris au hasard, mais je crois que là, on a un bardage bois, puis une isolation répartie. Donc, on va décrire l'ensemble des épaisseurs et des caractéristiques thermiques de ces éléments. Mais on va aussi prendre, par exemple, en compte des notions comme les éléments de surface, la couleur du bardage extérieur. C'est-à-dire qu'un bâtiment avec un bardage bois relativement clair ne va pas se comporter thermiquement de la même manière qu'un bâtiment avec un bardage métallique gris anthracite, par exemple. Et ça, c'est pris en compte très clairement avec ces outils de simulation thermique dynamique. Autre aspect, les matériaux isolants qui sont les principaux, enfin, qui est la principale, enfin, la capacité du bâtiment à se protéger des surchauffes et à s'isoler en période de froid, c'est l'isolant thermique, évidemment. Et donc, on va les caractériser, mais de plusieurs manières. Par la résistance thermique, qui est l'indicateur qui est pris en compte dans la réglementation thermique, mais aussi par d'autres caractéristiques. On parle d'effusivité, de diffusivité des matériaux, on parle d'inertie, de densité. Alors, je ne donne pas les définitions de tous ces termes, mais c'est juste pour vous dire que ce sont autant de caractéristiques qui vont permettre de définir de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus réaliste la manière dont s'opèrent les flux de chaleur à travers les parois. Et donc, on va avoir une vision beaucoup plus réaliste du comportement du bâtiment grâce à cette caractérisation-là. Le deuxième aspect, les données techniques et environnementales. Euh, il y a, on va détailler de manière, là encore, très précise, dans quel cadre s'inscrit le bâtiment. Et ça fait écho à ce que j'évoquais en tout début d'intervention en vous montrant le petit exemple des bâtiments là, sur la placette à Vitré. En effet, alors on voit ici sur la photo, c'est pas très gros, mais c'est une sorte de déployé de ce on a une photo qui est orientée plein sud et on regarde ce qui se passe du nord-ouest du nord-est au sud-ouest, de la gauche vers la droite. Et on voit que on est dans un environnement où on est en milieu urbain, des bâtiments. Donc on a sur la partie gauche ici un bâtiment de grande hauteur qui est un tout petit peu éloigné, et sur la droite un bâtiment qui est quasiment mitoyen, qui est relativement proche et qui est représenté par ce grand masque gris là sur le diagramme en bas. Et on vient superposer à ces masques solaires-là la course du soleil, c'est ce qui apparaît en jaune sous l'image. Et donc cette course du soleil, on voit qu'elle varie au cours de l'année. C'est-à-dire que la courbe la plus haute qui délimite cette zone jaune en partie supérieure, c'est la course du soleil au moment du solstice d'été. Et la courbe la plus basse, vous l'aurez compris, c'est la course du soleil au moment du solstice d'hiver. Et donc ça nous permet, dans la simulation qui va se faire heure par heure et jour après jour sur l'ensemble de l'année, de bien prendre en compte la manière dont le soleil va venir impacter chaque façade et notamment chaque paroi vitrée et pouvoir pénétrer à l'intérieur du bâtiment ou non. Et on voit à quel point les masques solaires peuvent jouer un rôle qui peut être notamment bénéfique. On voit que ce bâtiment qui est ici est directement à droite. euh, En plus fort de l'été, c'est-à-dire fin juin, dès 16 heures, il va permettre de protéger le bâtiment d'un rayonnement direct en fin de journée, qui est particulièrement difficile à gérer et qui peut générer de la surchauffe dans le bâtiment. Mais c'est aussi le cas toute l'année, finalement, à partir de 17 heures, c'est ce qu'on voit sur cette courbe-là. Donc voilà pour illustrer comment aussi on prend en compte l'environnement direct du bâtiment grâce à ces outils-là. Et le dernier point, c'est qu'on peut ingérer dans les simulations autant de fichiers météo qu'on veut. Ici, par exemple, on a en rouge un scénario qui est plutôt favorable. On est sur ce qu'on appelle, on se situe à Rennes, donc c'est un fichier produit par Météo France, c'est un scénario Rennes été chaud. Et en vert, j'ai pris un scénario à Rennes également, projection 2070 sur un des scénarios du GIEC qui est plutôt favorable. Voilà, donc quelque chose qui est ni très optimiste ni très pessimiste. Et que dit ce diagramme? Il nous donne le nombre la durée, enfin, pardon, en bas, en abscisse, vous avez la température, et pour chacune des températures, vous voyez le nombre d'heures ou de jours, je ne sais plus, je ne vois pas très bien l'échelle, je crois que c'est en heures, pour chacune de ces températures-là. Donc on voit qu'entre les deux scénarios, là, le rouge et le vert est moins favorable puisqu'il y a un décalage. C'est un scénario météo où on va avoir beaucoup plus de températures élevées pendant l'année. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand on fait ces simulations thermiques dynamiques, on peut observer comment va se comporter le bâtiment dans un laps de temps qui est beaucoup plus éloigné de nous, enfin beaucoup ou pas, enfin en tout cas qui n'est pas
qui permettent finalement de se projeter et d'observer de manière fine comment va se comporter le bâtiment dans un cadre climatique bien spécifique. Et on va également intégrer dans la simulation la manière dont on utilise le bâtiment. Alors, j'ai mis une petite illustration ici. On est dans le cadre d'un logement. L'idée, c'est de s'approcher au mieux et au plus proche du fonctionnement réel du bâtiment. Et donc, on va définir des zones thermiques dans le bâtiment, par exemple les chambres, le séjour et la salle de bain. Et pour chacune de ces zones, on va préciser combien d'occupants on va avoir sur un pas horaire. Donc, évidemment, on est au taux plein d'occupation des chambres pendant la nuit. Et on voit que dans cette simulation-là, on a un petit peu de monde dans le séjour et dans la salle de bain en début et en fin de journée. Et puis, on peut adapter le scénario pour chaque jour de la semaine, notamment le vendredi, le samedi et le dimanche, on peut avoir un usage un petit peu différent. Mais ça fonctionne aussi très, très bien pour le tertiaire. Et donc, ça permet, là encore, de simuler le fonctionnement du bâtiment au plus proche de son usage. Et voilà un exemple de résultat qu'on peut obtenir. Donc ici, on a les variations de température dans une zone thermique du bâtiment enfin, en gros, pendant la période estivale de juillet à septembre. Et on voit que cette courbe rouge, elle dépasse les 28 degrés pendant un certain nombre d'heures dans l'année. Et donc ça va nous permettre de faire une analyse un peu plus fine et de dire, ben, est-ce que ça nécessite un traitement ou pas? Donc ça va dépendre du nombre d'heures où on dépasse les 28 degrés. On fixe des seuils pour dire si, donc il y a le seuil de la réglementation, mais ça peut, qui est 2250 de mémoire, mais on peut aussi fixer un seuil inférieur si on le souhaite. Et puis, il y a aussi une réflexion à avoir par rapport à l'occupation du bâtiment. Là, on voit qu'on a des gros dépassements de seuil au mois d'août, mais si on est sur un équipement public, par exemple, qui est fermé à cette période-là, bah, ça ne nécessitera pas de traitement particulier. Voilà. Donc, le résultat, pour résumer, le résultat de la simulation thermique dynamique, elle nous permet d'avoir une vision beaucoup plus précise et proche de la réalité du comportement du bâtiment et donc de l'adapter au mieux à des scénarios de canicule. Voilà, et pour aller un tout petit peu plus loin, je souhaitais vous partager un dernier outil qui est sorti il y a assez peu de temps, qui a été publié par le CEREMA. Ça s'appelle le RIT, maîtrise d'ouvrage. RIT pour risque d'inconfort thermique d'été dans les logements en neuf ou en rénovation. Et en fait, le CEREMA s'est dit, la simulation thermique dynamique, c'est bien, mais c'est quand même un petit peu complexe. Ça peut parfois avoir un petit coût. C'est un véritable outil de décision, c'est certain. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un entre-deux, entre rien du tout, ou enfin l'étude thermique réglementaire et la STD? Et c'est un petit peu l'objet de cet outil-là qui se base, finalement, c'est une sorte de STD simplifié qui s'appuie sur une grosse base de données de STD qui ont été réalisées. Et donc, on va définir des critères, mais de manière extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste du tout pour l'utiliser. Et ça peut donner voilà, une idée de la manière dont va se comporter le bâtiment. Et c'est un outil d'aide à la décision qui est peut-être un petit peu plus abordable. Et il me paraissait intéressant de vous le partager. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur cette question du confort d'été en lien avec la réglementation et les outils existants. Merci beaucoup Rémi. Justement, l'outil rythme maître d'ouvrage, est-ce qu'il est disponible comment, si on veut Alors, l'utiliser? il faut se rendre sur le site du CEREMA. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas en fait si s'il y a déjà une version disponible publique, mais en tout cas, il y aura une présentation un peu plus détaillée de la méthode, de son usage et certainement des contacts pour pouvoir récupérer les outils. Je vois que le lien était partagé dans le chat par Nathalie. Ok, super, merci beaucoup. Alors, donc maintenant, on va passer la parole à Charlotte, qui va nous éclairer sur les principes de l'architecture bioclimatique et les solutions architecturales aux risques climatiques. Et je rappelle que vous pouvez poser vos questions hein, dans le chat, n'hésitez pas. Voilà, on pourra les prendre tout à l'heure. Merci. Effectivement, je vais rebondir en fait sur ce que Rémi a amorcé avec la simulation thermique dynamique, parce que en parlant d'architecture bioclimatique, on se rend compte qu'on va aborder finalement les mêmes thèmes et que l'architecture bioclimatique, l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre le climat, les usagers et l'habitat.
Le climat, parce que quand on fait une rénovation d'équipement et qu'on cherche à s'adapter au changement climatique, on n'a pas le choix que de s'y intéresser d'un peu plus près. Les usagers, parce qu'ils sont au cœur de chaque projet et ils vont être vraiment partie prenante de chaque projet, dans le sens où, en fonction de leur occupation, de leur usage du bâtiment, on ne va pas du tout avoir les mêmes réponses à apporter en termes d'adaptation au changement climatique. C'est ce qu'a commencé à dire Rémi aussi, sur le fait que voilà, quand le bâtiment n'est pas occupé, on n'a pas forcément besoin de pallier à une adaptation au changement climatique quand ce n'est pas nécessaire. Par contre, le faire en fonction de la présence de l'usager et des différentes utilisations qu'il va pouvoir faire du bâtiment. Et l'habitat ou le bâtiment, habitat au sens large, donc ça peut être voilà, des bâtiments collectifs, des bâtiments de collectivité, qui doit être intégré dans son environnement. Et donc, ces trois entités-là doivent fonctionner ensemble pour pouvoir fonctionner et trouver un équilibre. Et ça va nous permettre d'aborder 5 interactions entre ces 3 éléments, qui sont le lieu sur lequel le bâtiment est implanté, la forme architecturale, les matériaux, leur mise en œuvre et les énergies dont on va avoir besoin pour faire fonctionner à la fois en construction et à la fois dans l'usage du bâtiment par la suite. Donc voilà, l'architecture bioclimatique, finalement, c'est une conception globale qui considère l'usager finalement comme un élément constituant du lieu. Et donc, on va partir de là pour concevoir les projets de réhabilitation et de conception neuve aussi en architecture bioclimatique. Donc, composer avec le site et le climat, ça fait partie d'une des premières données. Avant toute chose, avant de faire une rénovation, avant de se lancer dans une construction, analyser le site. Ça peut paraître un peu bateau de le dire comme ça, mais souvent, c'est une étape qui est un peu négligée. Comprendre le lieu, son fonctionnement, ses problématiques, ses points forts. L'idée est à chaque fois qu'on arrive sur un site et que des problématiques soient posées, qu'on puisse faire une analyse assez fine du climat. Pour ça, il y a des données qui sont accessibles sur Météo France, sur Météo Blue. Enfin voilà, il y a plusieurs sites. Là, sur la diapo, vous pouvez voir des informations que nous, on va chercher quand on arrive sur un terrain. Par exemple, en partie haute, vous avez une rose des vents qui nous permet de comprendre que les vents du ouest-sud-ouest sont les vents les plus forts. C'est là où on voit du coup les deux petits rouges foncés qui nous permettent de voir que c'est des vents violents, mais qui sont moins présents que des vents du nord-nord-ouest qui, eux, sont beaucoup plus récurrents, mais qui dépassent rarement des vitesses à 30-35 km/h. Donc ça, c'est des données qui sont importantes pour le démarrage du projet, au même titre que le taux d'ensoleillement de la parcelle. Rémi parlait des masques solaires tout à l'heure. Donc analyser la végétation pour voir effectivement si on a des apports solaires qui sont suffisants sur la parcelle, comment on peut pallier à ça, comment on peut les optimiser dans le projet de rénovation et de construction. La quantité de pluie aussi, c'est intéressant de pouvoir se dire, est-ce qu'on va avoir à s'adapter sur cette donnée-là par rapport aux travaux qu'on va avoir à faire? Est-ce que c'est une problématique? Est-ce qu'on peut au contraire se servir de la ressource d'eau pluviale qui va être disponible? On est quand même en Bretagne, on a un taux de pluie qui est assez important, et donc c'est intéressant de pouvoir l'intégrer dans nos projets de rénovation et de construction. Donc, tous ces points-là, les points forts comme les points négatifs, vont vous permettre de réaliser une architecture qui est vraiment en lien avec le climat et donc, de fait, qui va pouvoir s'adapter au changement climatique. Ensuite, on a la forme architecturale. C'est souvent, on aborde le projet architectural, alors en rénovation comme en conception, mais souvent par le fait que voilà, il faut remplir une parcelle, il faut la rentabiliser, donc il faut faire au maximum d'espace sur un terrain donné. Il y a aussi à mon sens, retrouver un peu du bon sens dans la façon de concevoir des bâtiments. On parlait des vents tout à l'heure. Si on a des vents qui sont forts, par exemple au sud-sud-ouest, on a plutôt intérêt à se protéger du vent et à faire en sorte, par exemple, de végétaliser l'extérieur de la parcelle pour pouvoir se protéger du vent. On a aussi la possibilité de travailler sur une forme un peu plus aérodynamique
qui fait que le vent va plutôt lécher la toiture plutôt que de venir frontalement contre une façade et donc nécessiter une façade beaucoup plus performante pour pouvoir pallier à ces vents qui sont souvent plus froids. Au même titre que quand on a de la pluie, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on est quand même en Bretagne. Faire avec des débords de toit, ça nous permet de protéger les façades, ça nous permet aussi voilà, d'éviter un certain nombre de sinistres ou d'aléas qui pourraient apparaître plus tard. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dès la création de la forme architecturale ou quand on fait une rénovation avec une extension, vraiment faire en sorte aussi que l'enveloppe soit compacte voilà, et limiter finalement la surface et le linéaire de façade permettra de rendre le bâtiment encore plus efficace. On a parlé du vent, de la pluie, mais on a aussi le soleil. Et là, le soleil, on doit avoir deux stratégies différentes, puisque en été, on va chercher à s'en protéger, alors qu'en hiver, on va plutôt chercher à capter le soleil pour capter des calories gratuites et faire en sorte qu'on rende le bâtiment beaucoup plus efficient. Il y a une autre donnée qui est importante dans la forme architecturale aussi, c'est qu'en fonction de la forme qu'on peut donner à un bâtiment ou quand on va modifier quand on fait une rénovation, c'est de répartir les espaces en fonction des besoins thermiques. Tous les espaces qui vont être sur la façade sud et façade ouest sont des espaces qui vont être thermiquement beaucoup plus confortables. Et les espaces arrière qui sont au nord, orientés au vent quand on n'a pas de protection ou de brise-vent, vont être des espaces qui sont plus froids, plus difficiles à chauffer. L'idée, c'est aussi de se dire comment on peut réaménager nos bâtiments pour que dans les espaces moins confortables, on installe des usages secondaires pour la partie hivernale et au contraire des usages principaux dans la partie où il fait beaucoup plus chaud. Et à l'inverse, l'été, quand on cherche à avoir un environnement plus frais, peut-être qu'on peut transformer nos usages et inverser. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais travailler sur la flexibilité des bâtiments, ça permet aussi de répondre aux enjeux climatiques. Ensuite, on a le choix des matériaux. Choisir le bon matériau au bon endroit, ça fait partie aussi des principes de l'architecture bioclimatique, puisqu'en fonction des saisons et en fonction de la journée, on va avoir besoin de stocker, de capter, de diffuser ou de conserver. Et ça, c'est valable à la fois pour la chaleur et pour la fraîcheur, en fonction de si on est en été ou en hiver. Et donc, on va avoir à travailler les parois de manière complètement différente en fonction de ce qu'on cherche à faire avec. C'est-à-dire qu'une façade sud, en été, on va avoir besoin qu'elle freine plutôt l'entrée de chaleur dans le bâtiment, alors qu'en hiver, on va avoir plutôt besoin qu'elle accumule la chaleur et qu'elle la restitue tout au fil de la journée quand on aura besoin. Donc, choisir un matériau en fonction de ses caractéristiques physiques et techniques permet aussi d'adapter en fonction des besoins qu'on a et pas seulement choisir un matériau d'isolation en fonction de ses caractéristiques thermiques, c'est-à-dire juste protéger du froid, mais pas forcément penser au confort d'été. Donc voilà, il faut que le matériau puisse répondre à ces différents enjeux en fonction des saisons et en fonction de la journée. Au même titre que les façades nord qui sont les plus exposées, elles, où on va chercher plus à se protéger du froid et donc des aléas climatiques. Et là, effectivement, on va avoir une démarche un peu plus thermique parce que voilà, il va vraiment falloir se protéger sur ces façades-là. Donc ce schéma-là pour dire aussi que quand on conçoit ou qu'on rénove, on n'est pas obligé de prendre le même principe de rénovation pour toutes les parois de nos bâtiments. On peut adapter, c'est-à-dire que voilà, sur certaines parois, on peut avoir un type de matériau, sur d'autres un deuxième. Le tout, c'est de faire en sorte de choisir le bon matériau au bon endroit en fonction des caractéristiques qu'on a envie d'atteindre. La mise en œuvre, ça fait aussi partie de la réussite et de la performance de l'architecture bioclimatique puisque on aura beau tout bien choisir sur le papier, faire des très bonnes études. Si sur le chantier, on n'a pas de continuité de l'étanchéité à l'air, on n'a pas de continuité de l'enveloppe isolante et si on n'a pas du tout réfléchi à gérer les ponts thermiques, notre intention va être vaine. C'est là qu'on perd énormément
de qualité en fait dans la réalisation de nos rénovations énergétiques, parce que c'est sur les points singuliers que vont se jouer la performance. Et donc, il faut, dès la conception, s'attacher à traiter ces points singuliers qui vont faire que le bâtiment va être performant au final et va correspondre à nos attentes et à tout ce qu'on a mis en œuvre et imaginé lors de la conception. Pour finir, l'objectif de l'architecture bioclimatique, finalement, c'est de tendre vers l'autonomie énergétique et d'avoir le moins possible recours aux énergies extérieures. Donc, il faut aussi penser à capter les énergies qu'on a à proximité. Donc, le soleil, ça, c'est une énergie qu'on a tous sur n'importe quel terrain à proximité, bon, sauf quand on est enclavé et qu'on a énormément de masques solaires autour, mais c'est quand même relativement rare. Et capter l'eau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de confort d'été, mais on va aussi avoir un problème de ressources en eau dans les années à venir. Et donc, capter l'eau pour la récupérer et l'utiliser dans nos bâtiments, ça va aussi être une façon de s'adapter au changement climatique. Donc cette diapo, elle est plutôt là pour dire aussi qu'une fois qu'on a bien travaillé l'enveloppe et qu'on est efficace au niveau de notre conception, les énergies dont on va avoir besoin qui viennent de l'extérieur, normalement, elles sont là comme une énergie d'appoint, puisque une fois que l'enveloppe est performante, finalement, on a réduit au maximum nos besoins énergétiques. Et donc, on est rentré dans l'objectif de l'architecture bioclimatique. Pour conclure sur cette partie-là, effectivement, donc l'objectif de l'architecture bioclimatique, c'est de construire avec le climat et d'obtenir un confort à la fois jour et nuit, mais aussi en toute saison, en limitant les besoins énergétiques autres que ceux gratuits fournis par l'environnement immédiat. Et en rénovation, ça va s'atteler sur 3 points qu'on a vus précédemment. Le premier, c'est de rendre l'enveloppe la plus performante possible. Avant même de réfléchir à une énergie, il faut que l'enveloppe soit performante. Capter les énergies qu'on a de disponibles, le soleil, l'eau, tout ce qui est à proximité du site et qui va nous permettre de diminuer et de tendre vers l'autonomie énergétique pour le reste des énergies dont on aura besoin. Donc voilà pour la partie architecture bioclimatique. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on va passer à une partie où on va être un peu plus concret, puisqu'on va être dans les solutions architecturales pour s'adapter au changement climatique, sur les bases finalement de cette architecture bioclimatique qui nous permet d'avancer. Il m'a semblé important pour commencer de resituer les différents aléas climatiques auxquels les bâtiments vont avoir à faire face. Donc j'ai mis aussi un lien vers le bâtiment face aux aléas climatiques, un guide qui a été fait par l'OID sur les actions adaptatives au changement climatique dans le bâtiment et qui reprend effectivement tous ces aléas climatiques et les différentes solutions qu'on peut mettre en place par rapport aux aléas. Donc, ils ont identifié 6 aléas. On a l'aléa précipitation et inondation, l'aléa dynamique littorale, les submersions marines, plutôt en bord de mer, littoral, les feux de forêt, les sécheresses, la gestion de la chaleur et la gestion des tempêtes et vents violents. Aujourd'hui, pour la présentation, je n'ai pas développé des solutions pour les 6 aléas climatiques. Je me suis concentrée sur ceux qui avaient le plus d'impact sur le bâtiment et je vais les développer juste après. On va commencer par gérer la chaleur. Effectivement, c'est ce dont on entend le plus parler avec le confort d'été en ce moment et qui effectivement participe au fait que le bâtiment soit confortable ou non, ou vivable ou non, comme le disait Rémi en début de présentation. Une des premières adaptations, et vous allez le voir un peu tout au long de la présentation, elle n'est pas forcément tout le temps liée au bâtiment, mais elle est aussi liée aux abords. Et là, la première adaptation que je voulais aborder, c'est végétaliser les abords et le bâtiment. Parce qu'effectivement, ça va être une mesure assez efficace en fait, pour limiter les îlots de chaleur. Dès qu'on va végétaliser, on va procurer de l'ombre, on va limiter le réchauffement de l'air et surtout, on va rafraîchir aussi l'air par évapotranspiration. Donc, ça permet de créer un microclimat autour du bâtiment qui fait que l'air va être beaucoup plus frais que si on avait eu un terrain ras qui prenait la chaleur.
Au même titre, si je reste sur la végétalisation, on a la végétalisation des abords, mais aussi celle du bâtiment. Je pense notamment aux toitures végétalisées qui vont permettre de réguler et la température et l'humidité à l'intérieur du bâtiment. Ça permet également de réduire les consommations énergétiques et c'est non négligeable. Voilà. Si je rebondis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est aussi une façon de protéger le bâtiment des aléas extérieurs. Ensuite, on a des revêtements à fort albédo. Rémi en parlait tout à l'heure. C'est le fait de choisir des revêtements qui vont résister à la chaleur, c'est-à-dire que si le soleil tape dessus, ils ne vont pas forcément avoir la surface qui se réchauffe. Et donc, ça va participer au confort thermique, à baisser la température intérieure des bâtiments. Et surtout, ça va améliorer le confort thermique des occupants à l'intérieur des bâtiments. C'est couplé aussi pour se protéger de la chaleur à l'installation de protection solaire. Donc, ça peut être des auvents, comme on voit sur le petit croquis ici. Ça peut être des brises-soleil, des débords de toit, des balcons, des persiennes. L'objectif, c'est de bloquer les apports solaires au niveau des menuiseries, parce qu'on sait que les menuiseries sont la partie des parois qui est la plus déperditive et qui va être le plus usée au surchauffe estival, notamment au sud, puisque c'est là qu'on va avoir le plus de surface vitrée. Donc, le fait de pouvoir se protéger nous prémunit aussi d'éventuelles surchauffes l'été. J'ai représenté aussi une pièce d'eau qui nous permet effectivement, au même titre que la végétalisation des abords du bâtiment, de rafraîchir l'environnement extérieur et donc de créer un microclimat qui permet au bâtiment d'avoir un environnement qui est, lui, beaucoup moins hostile aussi à la chaleur. Et ça permettra, couplé à une ventilation naturelle, par exemple, de rafraîchir le bâtiment. Donc, à la fois par de la ventilation transversale, mais aussi par de la ventilation verticale, qui permettra, par exemple, en pleine nuit, de pouvoir ventiler le bâtiment. Donc ça, c'est les mesures qu'on peut prendre pour gérer la chaleur, mais la plus importante, selon moi, c'est d'améliorer l'isolation et l'inertie des parois opaques. Parce que toutes les adaptations qu'on a pu voir avant sont des choses qui vont être pertinentes, mais qui vont avoir une puissance limitée si on n'a pas d'abord travaillé sur l'enveloppe et sur l'inertie des parois. Notamment, je vais mettre l'accent sur l'inertie parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on choisit un isolant, on a tendance à le choisir pour ses capacités thermiques, donc protéger du froid, et on oublie très souvent le confort d'été. Or, quand on choisit un isolant, il faut aussi regarder donc, dans ses caractéristiques si au niveau de son effusivité, voilà, on en parlait tout à l'heure avec Rémi. Moi, je vais vous donner les définitions pour que vous ayez un peu plus de matière sur les performances d'un isolant, mais il faudrait qu'il ait une faible diffusivité, donc qui puisse différer finalement la restitution de chaleur. Il faut aussi choisir des matériaux qui ont un fort déphasage thermique, donc c'est le temps que la chaleur va mettre à pénétrer dans le bâtiment à travers cet isolant. Donc plus c'est long et plus ça va être performant. Donc en général, il faut, pour que ça soit vraiment efficace sur le confort d'été, il faut que le déphasage thermique soit d'au moins 10 heures pour que quand le soleil commence à chauffer le matin, il n'apparaisse pas dans le bâtiment avant la fin de journée où la température extérieure va commencer à descendre et où là, on pourra actionner une ventilation naturelle par l'extérieur qui permettra de faire redescendre la température du bâtiment. Et au même titre que les revêtements à fort albédo, il faut que les isolants aient une forte effusivité aussi. Donc, c'est une grande capacité d'absorption de la chaleur sans pour autant avoir de réchauffement de surface, ce qui permet d'emmagasiner l'énergie chaleur sans pour autant la restituer et faire en sorte qu'elle réchauffe l'environnement intérieur des logements. Donc, voilà un petit peu pour les différentes adaptations pour la gestion à la chaleur. On va passer ensuite à la gestion des précipitations et des inondations. Donc, vous allez voir sur les différentes diapos que l'environnement extérieur revient régulièrement parce que quand on doit s'adapter au changement climatique, adapter le bâtiment, c'est bien et on a des solutions pour ça, mais une autre des solutions et même la plus importante, et Rémi en parlait aussi au début du diaporama, c'est l'urbanisme et ce qui se passe autour.
Et donc là, encore une fois, végétaliser les abords du bâtiment et le bâtiment vont permettre de gérer les précipitations et les inondations. Par exemple, une toiture végétalisée, ça peut absorber jusqu'à 50% de la quantité de pluie. Donc, ça permet de désengorger les réseaux et donc ça permet de gérer le flux d'eau qu'on va avoir à gérer quand on a des fortes précipitations. Ça permet aussi de protéger les façades, la végétalisation, effectivement. On va améliorer comme ça la résilience du bâtiment. Plus le bâtiment va être protégé de la pluie et plus on va participer finalement à son bon vieillissement et sa pérennité. On parlait de débord de toit au début de présentation. C'est le même principe. Quand la pluie battante ne tape pas directement sur les parois, on va avoir un bâtiment qui va beaucoup mieux vieillir et qui va voilà, pallier à cet aléa beaucoup plus facilement. Les eaux pluviales gérées à la parcelle, effectivement, ça fait aussi partie des données quand on a des fortes précipitations, voire des inondations. Et c'est ce qui s'est passé à Valence cet été. Les réseaux se sont engorgés et parce que aussi il y avait beaucoup de surfaces imperméabilisées. Donc, rendre les sols perméables, gérer l'eau à la parcelle va permettre aussi de diminuer l'engorgement des réseaux et de gérer l'afflux des eaux de pluie et des eaux de ruissellement qui peuvent apparaître dans le cas de forts aléas pluvieux. Pour rester sur la partie gestion des eaux pluviales, on va aussi s'attacher à réemployer les eaux pluviales. Autant les toitures végétalisées vont pouvoir absorber une partie de la quantité d'eau, autant pour celles qui restent, on peut aussi s'employer à la réutiliser dans le bâtiment pour tout ce qui est sanitaire, lavement, buanderie, espace technique. Donc pas pour tout ce qui est eau potable et sanitaire, mais au moins pour la partie technique. De la même manière, ça permettra de réduire la quantité d'eau qui va être rejetée sur les réseaux, désengorger les réseaux. Et le petit plus, ça permet aussi d'économiser une ressource qui va se faire de plus en plus rare et donc sur lequel on aura besoin dans les années à venir. Et le dernier point pour la gestion des précipitations et des inondations, vous le voyez en orange sur le schéma, c'est l'utilisation de matériaux résistants à l'eau sur les rez-de-chaussée, fondations, tout ce qui peut être en contact avec le sol et des éventuelles inondations. C'est important de choisir des matériaux qui sont imputrescibles et qui ne vont pas bouger en cas d'inondation. Dans certains cas de figure, on ne pourra pas éviter que l'eau monte à l'intérieur du bâtiment et de faire en sorte de mettre des matériaux qui résistent très bien à cet afflux d'eau va limiter aussi des conséquences économiques et financières qu'il pourrait y avoir ensuite pour faire des réparations. Si le matériau il sèche et il ne perd pas ses qualités thermique et isolante par la suite, vous n'aurez pas besoin de le remplacer. Et donc ça, c'est des choix qui sont à faire dès que vous faites une rénovation thermique. Pensez du coup au choix des matériaux, notamment en rez-de-chaussée, pour qu'ils aient une bonne tenue en cas de contact avec l'humidité. Ensuite, on va pouvoir parler des tempêtes et des vents violents. Et ça va être un peu plus significatif aussi sur le fait qu'il faut travailler aussi et surtout sur les abords du bâtiment pour pouvoir gérer les aléas et les risques climatiques. Donc, la végétalisation des abords, encore une fois, pour permettre de faire un brise-vent en fait et limiter l'impact du vent sur les façades. Au même titre voilà, que façade sud, ça peut aussi permettre de faire passer le vent au-dessus de la construction. On va limiter aussi tout ce qui est prise au vent des équipements. Là, j'ai grossièrement représenté un équipement sur un toit. L'idée, c'est pas de montrer que c'est pas possible, mais c'est de faire en sorte que ces équipements aient le moins de prise au vent possible pour éviter les chutes lors de vents violents. Si jamais c'était nécessaire, je pense aux conduits d'extraction, des chaudières, des équipements, ne pas hésiter à les aubaner pour qu'effectivement on ait une vraie stabilité et qu'il y ait le moins de dégâts possible en cas d'aléas, de vents violents et de tempêtes. La fixation du mobilier urbain, c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Alors, c'est de plus en plus fait par les collectivités maintenant, donc ça fait partie des adaptations qu'on peut mettre en place. Et on peut aussi se servir du coup du vent en période estivale, par exemple, pour rafraîchir le bâtiment. Donc voilà, ça peut être une façon aussi de créer des microclimats aux alentours du bâtiment.
J'en avais parlé en début de présentation, mais orienter les espaces quand on a des tempêtes et des vents violents, ça peut aussi être une réponse et faire en sorte que le bâtiment soit plus confortable et plus vivable quand on a des fortes tempêtes et des vents violents. Le dernier aléa, c'est les sécheresses, enfin celui que j'ai choisi de développer aujourd'hui, parce que il me semblait important, notamment dans les extensions de bâtiments ou quand on construit, de pouvoir désolidariser les bâtiments, donc mettre un joint de dilatation entre les extensions et les bâtiments, ce qui permet d'éviter tout ce qui est risque de fissuration, le fait que le bâtiment bouge différemment en fonction des mouvements de sol, et d'éviter aussi les décollements de bâtiments, puisque effectivement, quand ils sont liaisonnés entre eux, ils ont tendance à ne pas forcément vivre de la même façon, et donc on peut observer des décollements de façade. Ça me permet de rebondir sur les fondations qui peuvent aussi être adaptées. Alors, j'ai bien conscience qu'en rénovation, c'est pas facile à faire et c'est très coûteux, mais c'est une des adaptations possibles, renforcer les fondations ou en mettre d'autres quand on voit que le bâtiment est en train de bouger. Notamment, je pense, en Bretagne, on est beaucoup sujet au retrait-gonflement des argiles. Et on peut voir apparaître des fissures assez rapidement sur les bâtiments, notamment ces dernières années où on a eu des différences de température assez importantes entre l'hiver et l'été, et où on a eu ce phénomène de retrait-gonflement de manière un peu plus systématique. Voilà, donc travailler sur les fondations, désolidariser les bâtiments, ça peut permettre d'éviter les fissures, d'éviter les problèmes voilà, de façade et structurels en façade. Le dernier point pour les sécheresses, c'est qu'effectivement, ce qui fait bouger les bâtiments, c'est les variations d'humidité dans le sol. Et pour éviter ça, il faut aussi faire attention à la façon dont on travaille l'eau. Je pense notamment aux drains périphériques des constructions. Dans le bâti ancien, on a compris ça depuis un moment déjà. On met jamais les drains directement au pied des bâtiments, mais on les éloigne. Souvent, on disait d'1 mètre. Moi, j'ai tendance à dire que 2 mètres, c'est bien. Ça permet de renvoyer l'eau un peu plus loin des fondations et éviter que quand on a des gros événements pluvieux, elles viennent humidifier la structure et les fondations du bâtiment. Et à l'inverse, quand on a des périodes sèches, que c'est les endroits qui vont se dessécher en premier. Et donc, si on évite de faire en sorte que cette sécheresse-là soit à proximité des fondations, on s'évite aussi des dommages futurs pour le bâtiment. On parlait beaucoup de végétation et de végétalisation des abords des bâtiments. Il faut aussi faire attention à la façon dont on les implante. Il est préconisé de mettre la hauteur future de l'arbre, enfin la distance du bâtiment doit être égale à la hauteur future de l'arbre, ce qui permet aussi au système racinaire de ne pas trop assécher le sol en périphérie du bâtiment et donc dans les mêmes mesures de limiter tout ce qui est fissuration et détérioration de la structure du bâtiment. Donc j'ai fait le tour voilà, pour les sécheresses et pour les adaptations du bâtiment. Ce qui était important pour moi aussi aujourd'hui, c'était de mettre l'accent sur l'humain, parce que s'adapter adapter un bâtiment au changement climatique, c'est aussi travailler et concevoir nos rénovations énergétiques avec les gens qui vont habiter. Plus on va favoriser le lien social dans nos projets de rénovation et plus on va favoriser l'appropriation du bâtiment par les utilisateurs. Ça va permettre aussi aux personnes occupantes de veiller les uns sur les autres. Et donc, quand on a un aléa climatique, le fait d'avoir une cohésion sociale, ça permet aussi de vivre l'aléa et de pouvoir proposer des adaptations aux aléas climatiques de manière plus pertinente et plus globale. On peut aussi permettre une flexibilisation des pratiques d'organisation de travail. Je pense notamment à assouplir les normes d'organisation et favoriser aussi une plus grande liberté. Ça peut être des modifications d'horaires, permettre des codes vestimentaires un peu différents quand on est en période de forte chaleur. Travailler dans des espaces au frais du bâtiment. On a vu tout à l'heure que c'était important de travailler les espaces en fonction du confort thermique attendu. Peut-être que dans des périodes de forte chaleur, on peut mettre les espaces de travail dans des environnements plus frais qu'on n'utilise pas d'habitude parce que justement en hiver, ils sont beaucoup trop frais.
Et en dernier point, ça peut aussi être du coup du télétravail. On en a eu beaucoup à faire ces dernières années dans des périodes bien spécifiques où les aléas seraient difficilement gérables au sein du bâtiment. Le télétravail peut rester une solution aussi pour pallier à ces aléas. Ensuite, ça peut paraître anecdotique, mais choisir des équipements à faible émission de chaleur quand vous remplacez vos parcs informatiques ou tous les équipements à l'intérieur des bâtiments ou les systèmes de chauffage, je pense notamment aux pompes à chaleur qui peuvent aussi rejeter pas mal d'émissions de chaleur, faire en sorte d'en choisir des équipements performants qui ont une faible émission pour éviter de surchauffer l'atmosphère intérieure du bâtiment encore plus que ce qu'il n'est nécessaire. Et les 4 derniers points concernent plutôt la communication sur les risques aux occupants, la mise en place de dispositifs de secours et l'organisation d'une stratégie de repli temporaire. Tout ça, ça va permettre en fait de protéger les occupants et de préserver les biens et les équipements et surtout de minimiser les conséquences financières, matérielles et humaines des différents aléas climatiques. Donc, pour faire la boucle un peu avec l'architecture bioclimatique, s'adapter au changement climatique, c'est à la fois travailler sur l'enveloppe du bâtiment, c'est à la fois travailler donc sur l'enveloppe du bâtiment, améliorer l'environnement direct, donc par la végétalisation, par les systèmes de drainage, la gestion des eaux pluviales, enfin voilà, tout ce qui est en lien direct avec le bâtiment. Et aussi, et c'est ce qu'on vient de voir, impliquer les usagers, parce que c'est aussi à travers l'humain qu'on arrivera à adapter nos bâtiments le plus possible. Et je voulais finir par une petite alerte parce que dans chaque projet de rénovation, en fait, tout projet de rénovation, et c'est une opportunité de se rapprocher de la neutralité carbone ou un risque de s'en l'éloigner. Et en fait, c'est exactement pareil pour l'adaptation au changement climatique. À chaque fois que vous allez faire un projet de rénovation, c'est une opportunité de s'adapter au changement climatique ou de rendre le bâtiment inadapté. Et donc ça, c'est des choses auxquelles il faut être sensible et faire attention parce que chaque choix va avoir un impact sur le vieillissement et la vie du bâtiment. Merci beaucoup Charlotte. Oui, on voit bien la nécessité d'avoir une vision globale et puis donc effectivement avec l'importance de la communication. D'ailleurs, on avait pas mal abordé ce point lors du dernier webinaire donc, sur la gestion des risques climatiques qui est disponible sur notre site internet. Alors, là, je vois qu'il est 10h17. On va essayer de tenir le timing. Donc, avant de passer au temps d'échange, donc, je vais repasser la parole à Rémi qui va nous parler donc, des mesures de maladaptation. Alors, je vais être assez rapide, c'est promis. En fait, la question de la maladaptation, c'est la définition que j'ai mise ici, c'est une action qui a pour but de réduire une vulnérabilité. Et donc, Charlotte en a parlé de manière extrêmement claire et précise à l'instant, mais qui va dégrader les capacités de résilience d'un système secondaire. Alors, dit comme ça paraît un peu théorique. Euh, on peut l'illustrer avec finalement les quatre risques de maladaptation qui sont listés ici. Le report de vulnérabilité temporelle donc dans le temps, le report de vulnérabilité dans l'espace, un report de vulnérabilité sur d'autres systèmes ou écosystèmes, et enfin l'aggravation si on ne prend pas en compte les incertitudes liées au changement climatique. Alors, je vous propose juste d'illustrer ça par quelques points pour bien comprendre de quoi il retourne. Si on reprend le premier sur la question de la vulnérabilité temporelle, j'ai mis quelques exemples pour essayer d'être un peu parlant. Quand on parle, par exemple, de l'irrigation des espaces verts, si on implante des espèces végétales qui ne sont pas viables dans un contexte climatique qui va se renforcer, et que on va avoir une disponibilité de la ressource en eau qui est moindre, voilà, on va avoir clairement une vulnérabilité à moyen long terme. C'est le même raisonnement pour l'implantation des arbres. Alors, l'implantation des arbres à proximité de bâtiments peut causer des dégâts. Alors, Charlotte l'a dit, c'était assez intéressant en cas de sécheresse, par rapport au système racinaire, mais aussi en cas de tempête, qui est un autre aléa. Parce que si l'arbre n'est pas planté à une distance qui est celle que décrivait Charlotte tout à l'heure, et qu'il est amené à être renversé par la tempête, il peut créer des dégâts importants sur le bâtiment.
Le report de vulnérabilité, je ne l'ai pas dit, pardon, mais l'ensemble de ces éléments-là sur la maladaptation, ils ont été décrits par l'OID, hein, on en a parlé à 2 reprises déjà dans ce webinaire, et il y a toute une documentation un petit peu détaillée sur ces sujets-là, qui vont bien au-delà d'ailleurs de la question du bâtiment, et je trouve que c'est assez intéressant. Alors parfois, dans les exemples que je mets là, ça peut avoir l'air un tout petit peu tiré par les cheveux, mais quand on regarde ça dans sa vision globale, ça fait vraiment sens, hein, et c'est vraiment des sujets qu'il faut creuser. Pour illustrer le report de vulnérabilité dans l'espace, typiquement, un climatiseur, il va rejeter de l'air chaud, c'est propre à son fonctionnement, hein, c'est le même fonctionnement qu'une pompe à chaleur. Et ça va contribuer au développement des îlots de chaleur, notamment en milieu urbain, avec la concentration de ces équipements-là. En celui-ci, il est assez parlant et on l'évoque assez souvent. On peut avoir aussi un report de vulnérabilité sur d'autres systèmes ou d'autres écosystèmes. Si on parle de l'irrigation des espaces verts, on va aller capter de l'eau euh, pour irriguer finalement des végétaux à l'échelle de la parcelle, en aggravant un manque ou un déficit pour d'autres usages, notamment l'agriculture ou même l'usage humain. Et enfin, sur le dernier point, qui est la non prise en compte des incertitudes liées à ce changement climatique, euh, un exemple, je vais en citer qu'un, celui de la digue qui est assez parlant, c'est-à-dire qu'on va être capable de se projeter sur la montée du niveau des eaux de mer, notamment, et en créant des digues pour protéger une partie du territoire, qui soit construit ou agricole. Mais si on n'a pas suffisamment pris en compte l'incertitude sur ce niveau de montée des eaux, ben, cette digue elle va finalement servir à rien si le niveau l'augmentation du niveau des eaux est supérieure à ce qu'on avait envisagé. Et donc, on va avoir quand même ces inondations et donc un décalage dans le temps d'un aléa duquel on s'était pourtant prémuni. Voilà ce que ça veut dire en gros la maladaptation. Donc, je vous invite à aller creuser auprès de l'OID si vous voulez en savoir plus. Je ne détaille pas, j'imagine que les supports ici seront transmis aux participants, mais j'ai mis quelques ressources biblio qui peuvent contribuer aussi à enrichir tout ça. Le document dont parlait Charlotte tout à l'heure de l'OID, mais aussi ce document très intéressant, Adapter le bâti ancien aux enjeux climatiques, qui est extrêmement complet. Et puis, quelques ressources que vous retrouverez sur le site de Bâtilab, à travers nos actualités, nos ressources documentaires, nos revues de presse, etc. Voilà, j'ai essayé d'être succinct. Je connais le timing, 10h22. Merci beaucoup Rémi. Ouais, non, c'était extrêmement intéressant. Alors pour information, vous aurez donc l'ensemble des participants, vous aurez des fiches ressources sur l'ensemble des 3 webinaires, donc qui pourront être voilà, qu'on vous partagera en tout début d'année. Ah, pardon, j'ai Euh, coupé la présentation. Ah oui, mince, elle s'est arrêtée. Bah, c'est pas grave parce que ça tombe bien, c'est le temps d'échange. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question pour donc Rémi et Charlotte sur les premières questions qui sont difficiles? Alors, non, pas de questions. Alors, moi, j'en avais une quand même. Est-ce que c'est possible à la fois de végétaliser une toiture et de mettre des panneaux solaires? Est-ce que c'est possible de faire moite-moite, par exemple? Tu veux répondre, Rémi, ou c'est Ouais, moi? moi je vais répondre parce que j'ai posé la question assez récemment. On a même fait un webinaire sur la question, et on pourra peut-être retrouver le lien et vous le transmettre, mais c'est complètement compatible. Pour une simple et bonne raison, c'est que les panneaux photovoltaïques, alors notamment évidemment, on parle plutôt de toiture terrasse quand il y a de la végétalisation, donc un panneau solaire, il va créer finalement un mini écosystème avec à la fois de l'ombre, voire des phénomènes de condensation qui vont être complètement favorables au développement de la végétation aux alentours et sous ces panneaux solaires. Donc ça doit évidemment, le corollaire de ça, c'est qu'il faut aller choisir des végétaux qui sont particulièrement adaptés. Voilà. Donc il y a une petite étude à faire, mais les deux sont compatibles. Et sont même, il y a un effet de symbiose, c'est-à-dire que les bénéfices sont rapportés sur les deux. Je crois même que le phénomène d'évapotranspiration lié à la vie des végétaux à proximité immédiate des panneaux photovoltaïques vont contribuer à rafraîchir légèrement la température en sous-face des panneaux. Et donc, quand cette température diminue, le rendement des panneaux photovoltaïques est meilleur. Donc, c'est à la fois possible et j'ai envie de dire même souhaitable de ce que j'en sais.
Merci beaucoup. Alors, on a également une question donc de Glenn André de Rennes Métropole. Est-ce que le couplage solaire ombrage sur les terrasses et au-dessus des fenêtres se développe et est efficace? Alors, le couplage solaire, donc je pense que la question, c'est le fait de mettre des panneaux solaires au-dessus des menuiseries pour faire brise-soleil en même temps. C'est ça, exactement, c'est pour faire ombrage en même temps, oui. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des solutions qui se développent? Je pense que du coup, nous, en tant qu'architectes, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Après, voilà, dire qu'il y a un système en particulier qui se développe, je ne sais pas, mais c'est des techniques qui peuvent être assez simples, c'est-à-dire que plutôt que de mettre un brise-soleil du coup et une avancée sur la façade, par un système d'éclairage en fait qu'on peut fixer en façade, on peut mettre le panneau solaire et effectivement, on arrive à faire à la fois la protection solaire et à la fois la récupération d'énergie. Je ne sais pas si Rémi, toi, tu as des systèmes particuliers qui avaient été déployés, je pense notamment par Atlansun ou... Ouais, alors c'est vrai que c'est un système qu'on a déjà vu opérer des casquettes solaires et ça fonctionne très bien. Alors c'est pas sûrement opportun sur les orientations sud parce que c'est les plus propices aux casquettes horizontales. C'est là où ça fonctionne le mieux et voilà, moi je pense que c'est en effet une solution parmi d'autres et que ça fonctionne. Enfin voilà. Merci beaucoup. Alors, on a également notre collègue Fanny Perrier qui est chargée de mission entreprise. Donc, il y a une question. Fanny, je te laisse la parole. Oui, merci Jeanne. Alors, c'était une question complémentaire à la tienne et par rapport à la réponse de Rémi sur la gestion de l'étanchéité de la toiture quand on a des panneaux solaires sur une toiture végétale, où je me dis que potentiellement il y a soit des systèmes particuliers, peut-être même une question d'assurance derrière. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Alors oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va installer une toiture végétalisée, en fait, la question elle se pose d'abord pour la végétalisation, ensuite pour l'installation photovoltaïque. Pour la végétalisation, ça va dépendre du système qui est retenu, mais il peut y avoir un certain volume de terre ou de substrat qui va être posé en toiture terrasse. Donc ça doit évidemment être intégré dans les calculs de structure, puisqu'il y a un surpoids qui est intégré. Après, en termes d'étanchéité, il n'y a pas de difficulté majeure. On sait très bien gérer ça et j'ai envie de dire que finalement, la végétalisation, elle va même contribuer à limiter la gestion des eaux de pluie, puisqu'il y a une partie de l'eau qui va être absorbée par le substrat qui nourrit les plantes et donc par la végétalisation dans un second temps, et donc qui va s'évacuer par évapotranspiration, et c'est autant d'eau qu'il n'y aura pas à gérer directement par le bâtiment si on avait uniquement la membrane d'étanchéité sans aucune végétalisation au-dessus. Et puis la seconde question concernant enfin, cette même question mais liée à l'installation photovoltaïque, oui, il y a une question de résistance mécanique qu'il faut évidemment faire valider, notamment dans le cadre d'un bâtiment existant, pour pouvoir implanter des panneaux pour s'assurer qu'on aura l'ancrage nécessaire et la bonne résistance mécanique de la structure. Mais voilà, à mon avis, les deux questions, elles se gèrent assez bien, à la fois pour la végétalisation et les installations PV. Et pour compléter, peut-être maintenant, on a aussi des systèmes où les panneaux solaires en toiture peuvent faire toiture et étanchéité. On n'a même plus besoin, avec certains systèmes, d'avoir une toiture en fait en dessous. Donc, le système de panneaux peut aussi être suffisamment étanche pour gérer ces problèmes d'infiltration. Merci beaucoup pour vos réponses très complètes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? On peut prendre une dernière question. Alors, oui, monsieur ou madame Chotard, je vous laisse prendre la parole. Oui, madame Chotard de Béton. C'est juste une question par rapport aux toitures végétalisées. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est forcément du toit plat? On ne peut pas envisager de la toiture végétalisée en pente? Ah non, au contraire. Au contraire, les toitures végétalisées peuvent être en pente et c'est même plus pertinent, surtout dans nos régions. Voilà. Moi, j'ai tendance à limiter au maximum les toitures plates, en fait, surtout quand on a un fort risque de pluviométrie comme en Bretagne, parce qu'il faut que l'eau s'évacue et donc voilà, la végétalisation, y compris des toitures en pente, permet de renforcer ça. Et non, les systèmes existent pour tout type de pente.
Ok, très bien, merci. De rien. Merci beaucoup. Alors, de toute façon, on vous enverra les présentations et donc vous aurez les coordonnées de Charlotte et Rémi dans la présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers eux ou vers nous si vous avez des questions complémentaires. Donc voilà, comme l'indiquait Nathalie dans le chat, le webinaire est prolongé jusqu'à 10h45 pour qu'on puisse parler notamment de l'accompagnement de la LEC auprès des communes, donc pour la maîtrise de l'énergie et notamment donc sur cette question du confort d'été qui est de plus en plus présente. Donc, je vais passer la parole et le contrôle du PowerPoint à Paolo Dos Santos. Paolo, je te laisse du coup, je te laisse prendre la parole. Ok, merci. Alors, oui, donc pour me présenter rapidement, donc moi je suis Paolo Dos Santos de la LEC du Pays de Rennes, je travaille en tant que conseiller CEP. Sachant qu'on est une dizaine à travailler sur le territoire du Pays de Rennes. Et le rôle du conseiller CEP, donc, c'est d'accompagner les collectivités sur toutes les problématiques du patrimoine communal qui vont du bâtiment, l'éclairage public, voire au poste au carburant. Alors c'est vrai qu'on avait aussi, comment dirais-je, notre cœur de métier, c'était avant tout, on va dire, la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie, voire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et depuis quelques années, on a effectivement de plus en plus de questions vis-à-vis des collectivités qui nous interpellent sur le confort d'été, le confort estival. Et donc, on a un peu élargi une mission qui était à la base liée plutôt à la partie hivernale sur la gestion du chauffage et qu'on a un peu décliné pour la partie confort estival. Et donc, c'est en fait, donc tout à l'heure, effectivement, Rémi Baucher a parlé de l'ASTD, donc qui est effectivement un bon outil pour avoir une vision globale, pour évaluer les problèmes d'inconfort en tout cas et les régler, soit en totalité ou en partie, sur les bâtiments, qu'on soit sur du neuf, et éventuellement aussi sur de l'existant. Nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement qui est alors plutôt lié sur des campagnes de mesure, donc sur le terrain, qu'on fait, qui sont entre 10 et 20 jours et qui permettent de voir, d'avoir une sorte de photographie, de lisibilité, on va dire, du comportement du bâtiment en fonction des apports solaires. Donc, et ensuite, en fait, quand on récolte ensuite les données, ça nous permet de faire, une analyse et des préconisations pour, on va dire, limiter ces apports solaires, ou en tout cas limiter le temps, d'un confort estival pour les usagers. Donc, par rapport au confort hygrothermique, ça a été évoqué dans les précédentes présentations. Alors là, ce sont des chiffres qui sont présentés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le confort thermique, qui en fait, il est propre à chacun, c'est quand même quelque chose de très subjectif. Donc là, je le montre juste, mais c'est vrai qu'il existe différents en fait, critères, index. Il y a des diagrammes aussi qui permettent de se placer en fonction soit de l'hygrométrie de l'ambiant et la température de l'air, de savoir après comment on se peut se situer dans un état de fatigue ou pas lié à l'inconfort estival. Bon, ça, c'est juste une illustration, je passe vite fait, mais en tout cas, il existe d'autres indices. Là, c'est le heat index, qui est un indice de chaleur. Bon, sachant qu'en termes d'hygrométrie, l'idéal, c'est d'être entre 40 et 60% d'humidité, et après, on peut corréler par rapport, en fait, à la température qu'on a aussi au niveau des abscisses, par rapport à l'air ambiant. Donc moi, ce que je vais apporter, c'est m'appuyer sur un cas, en fait, un cas concret pour, effectivement voir, la problématique du confort estival. Déjà, je remercie la commune de Montgermont qui m'a permis qu'on s'appuie sur ce cas, qui, à mon avis, même si chaque bâtiment a ses particularités, en tout cas assez emblématique du problème d'inconfort d'été. Donc c'est la mairie de Montgermont, donc c'est un bâtiment qui est assez ancien, mais qui a été un peu revu il y a à peu près presque une quarantaine d'années, à la fin des années 80, qui fait à peu près 300 mètres carrés, qui est plutôt orienté nord-sud. Donc on voit effectivement la façade nord ici et la façade sud en bas, sachant que, et puis après quelques pièces qui vous sont montrées en exemple, et sachant que les gros problèmes qui sont posés sont forcément côté sud. Et donc, nous, pour, on va dire, essayer de travailler justement sur cet inconfort, on fait d'abord nos campagnes de mesure qui permettent de faire ce constat. Le constat, c'est donc de mettre en place des sondes de température, c'est les points rouges que vous voyez. Donc sur la partie, alors sachant que c'est un R+1, donc sur la partie rez-de-chaussée, étage, et la façade sud, c'est toute la façade que vous avez ici, qui donne accès au petit carré, qui est le sas d'entrée.
Donc, les résultats, enfin, en tout cas les mesures qui se sont passées sur 20 jours, ont permis de mettre un peu en exergue de mettre 3 focus, qui sont sur les jours les plus chauds, les jours de fort ensoleillement et les périodes nocturnes. Donc ça, ces focus ont été choisis justement pour pouvoir s'appuyer dessus, pour mettre en avant les problèmes d'inconfort estival et voir comment on peut les régler ou les réduire. Et sachant que, alors ça s'est fait, cette campagne de mesure s'est faite entre fin août de cette année et à mi-septembre. Et donc on tire quand même un certain nombre d'enseignements. Donc le premier notamment, c'est sur les jours les plus chauds. Alors, je ne sais pas si on voit très bien au niveau de l'écran, mais ce qu'il faut voir, c'est que sur la campagne de mesure a permis de montrer que, par exemple, à l'étage, sur les 7 bureaux qu'on a, on a 4 bureaux qui ont des températures, là c'est la partie bleue, en pourcentage, qui ont des températures supérieures à 27 degrés. Ça monte entre 27 jusqu'à 30 degrés dans les locaux. Et ça, ce qui permet de voir aussi, surtout, c'est la durée d'exposition à cette température excessive. Donc ça va entre 6h30 à 7h30 en fonction des bureaux. Donc ça veut dire quasiment, pour certaines personnes, sur quasiment toute la durée de travail, elles sont exposées à de fortes chaleurs sur cette partie de bâtiment. Donc c'est effectivement assez problématique. Je précise quand même que dans ces bureaux, il y a du matériel qu'on rencontre de plus en plus. Ce sont en fait des ventilateurs sur pied, qui permettent de soulager, je dirais, l'inconfort estival, puisque les ventilateurs ne permettent pas de rafraîchir, mais permettront d'avoir un ressenti meilleur vis-à-vis de la température excessive. Donc ça, c'est au niveau de l'étage. En tout cas, voilà la part bleue qui est prépondérante pour la majorité de ces bureaux-là. Et en bas, en fait, c'est un chronogramme d'évolution de température qui partait de 7h du matin à 20h le soir et qui montait crescendo. Donc, on voit qu'on part de à peu près 23 degrés et qu'on monte jusqu'à 30 degrés en fin de journée. Et sachant qu'à partir de midi, on est déjà à 27 degrés. En tout cas, dans le bureau qui a été ciblé, c'était celui-ci, le bureau central du directeur général des services. Donc ensuite, la même chose. Donc, ce conseil est important. Bon, là, c'était juste sur la partie accueil, qui est surtout, on va dire, impacté par les chaleurs, puisqu'on a à peu près 6 heures d'inconfort, on va dire, dans la journée. Et après, l'autre cas qui était intéressant à regarder, parce que mettre en évidence aussi les fortes chaleurs, on savait, puisque les usagers l'avaient fait remonter, que de toute façon, quand il fait entre 27 et 30 degrés en extérieur, dans le bâtiment, c'était parfois un peu insupportable. Mais les autres cas permettent aussi de mettre en avant sur ce qu'on a dit, c'est les apports solaires uniquement, et pas forcément la température extérieure. Ce qui aussi, alors et juste pour finaliser quand même sur le jour le plus chaud, ce que je voulais mettre aussi en avant, c'était les fréquences. C'est vrai que 2023 et 2024, donc là, ce sont des infos qui viennent de Météo Ciel sur les températures max et min qu'on rencontre dans la journée. À savoir qu'en grisé, c'était 2024, en orangé 2023 et en bleu 2022. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on voit qu'on avait à peu près 10 à 12 jours entre juin et août, sachant que le bâtiment est occupé sur ces périodes-là, on avait d'inconfort, avec des températures quasiment supérieures à 29 degrés. En 2022, c'était 30 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on multiplie quand même par 2 à 3 le nombre de jours d'inconfort qu'on avait dans ce bâtiment-là. Et on a parlé tout à l'heure, effectivement, de projection dans le futur. C'est vrai que 2023 et 2024, on peut supposer, ne sont pas forcément, effectivement, représentatifs de ce qui va arriver dans les 5 ou 10 ans à venir. Et l'autre point qui permet d'appuyer là-dessus, je crois que ça avait été évoqué dans les webinaires précédents, c'est le travail de l'OEB, qui a notamment permis de faire de définir un peu des tableaux de bord sur des projections 2030, 2050 et même 2100, que je n'ai pas mis, avec des hausses de température soit plus 2 ou soit plus 2,7 degrés. Et c'est vrai qu'on voit, alors en plus l'intérêt c'est qu'ils ont décliné ça à une échelle, on va dire, plutôt locale. Là par exemple c'est le cas de Montgermont. L'OEB a fait ce travail de projection commune par commune. Donc il ne faut pas hésiter, s'il y a des communes présentes, à regarder sur leur site. Je pense qu'on mettra le lien en direct qui permet d'avoir ces tableaux de bord. Et notamment, là, j'ai mis en exergue les températures de forte chaleur, donc avec des températures supérieures ou égales à 30 degrés, et aussi ce qu'on appelle les nuits tropicales, où quand la nuit en fait, ne descend pas en dessous des 20 degrés. Alors après, là-dessus, il ne faut pas forcément peut-être regarder le nombre de jours. Quand on compare les années 2000 aux années 2030 et 2050, mais plutôt regarder la fréquence. C'est-à-dire que là, on multiplie, par rapport à 2030, on multiplie par 2 la fréquence de forte chaleur, on va dire, d'ici 5 ans, en fait. Et par rapport aux nuits tropicales, on multiplie quasiment par 4.
Donc c'est donc gros enjeu à ce niveau-là en termes d'inconfort d'été qu'on va retrouver dans les bâtiments communaux. Et d'autant plus que moi, dans mes campagnes de mesure qui sont faites entre août et septembre, donc, parce qu'en fait on met aussi une sonde extérieure à l'abri, les mesures extérieures sont faites sous abri et à l'ombre. En fait, j'avais déjà deux nuits, on va dire, dites tropicales sur cette période-là. Donc voilà pour le focus forte chaleur. Ça, je vais le passer, mais il y a aussi un focus qui avait été fait sur le fort ensoleillement. Le but, c'était de montrer justement que cette façade sud, le soleil avait aussi un fort impact, donc cumulé avec la chaleur aussi, engendrait cet inconfort d'été. C'est ici, donc toujours à l'étage, sur 2 jours précis, qui étaient le week-end. Donc on n'avait pas d'occupation dans ce bâtiment de mairie, pas d'apport interne. En plus, les températures extérieures étaient assez tempérées, on va dire, puisque sous abri, on était on va dire en moyenne entre 18 et 20 degrés. Donc on n'était pas sur un jour très chaud, mais par contre avec une durée d'ensoleillement qui était supérieure à 10 heures. Et on voyait déjà que même dans ces locaux, alors toujours exposés sud, alors là il y en avait 2 plutôt qui étaient plutôt ciblés, on avait des durées où on était au-dessus de 26 degrés déjà sur entre 3 et 5 heures, uniquement dû à l'ensoleillement. Et pareil, après cumulé le dimanche 15 septembre, où là c'était encore un peu plus important en termes de durée d'ensoleillement. Donc ça montre effectivement pour ce bâtiment-là, qui est assez classique dans son orientation, puisqu'on est nord-sud, qu'on voit déjà que le soleil, avec les baies vitrées et surtout la toiture, que ça engendre une problématique assez importante. Donc c'est ce que je disais, effectivement, les 2 principaux problèmes qui engendrent cette surchauffe, cette surchauffe en tout cas constatée le samedi, dimanche, parfois ensoleillement, c'est la toiture qui a été solarisée, puisqu'on est plein sud. Et il faut savoir que de fait de son inclinaison, en fait, cette toiture, c'est un capteur solaire déguisé, tout simplement. Et puis après, c'est vrai qu'on a des ouvrants, alors je ne l'ai pas précisé, qui ont quand même une trentaine d'années, donc qui ne sont pas très performants, qui ont malgré tout des films solaires. Ils sont tous équipés de films solaires, mais ça n'empêche pas l'inconfort. Et ensuite, les 2 autres facteurs importants, ce sont, et j'en parlerai après, ce sont les calories stockées la nuit, ça impacte aussi dès le matin finalement le confort de l'usager, et les apports internes qu'on peut retrouver, je pense au matériel notamment, parce qu'on a souvent des ordinateurs, des copieurs, et aussi parfois on avait un coin cuisine qui était à côté de ces locaux, et donc sur cet étage-là. La dernière partie qui est vraiment importante, surtout pour les bâtiments dits tertiaires, c'est effectivement, moi j'avais fait des focus sur les températures nocturnes dans le bâtiment. Donc le but, c'était de voir comment la chaleur se déstockait pendant la nuit. Et en fait, on s'aperçoit, donc j'ai pris différents cas. J'ai pris des nuits avec plutôt, on va dire, avec des températures proches des 16 degrés, qu'on rencontre assez souvent finalement en juillet-août en Bretagne. J'avais pris le deuxième cas où là, par contre, on était sur une nuit dite tropicale, c'est-à-dire que là, les températures nocturnes ne sont pas descendues en dessous des 20 degrés. Et après une dernière, c'est pour ça que la période était assez intéressante, sur septembre, où là, on avait un cas plutôt d'une température où on descendait jusqu'à 13 degrés. Chose aussi qu'on peut rencontrer assez couramment en Bretagne, et pour voir comment ça pouvait descendre entre 20h et 8h du matin dans les différents locaux. Et donc là, j'ai mis en fait des valeurs des valeurs mini et maxi par période, c'est-à-dire que si je prends le premier cas, c'est-à-dire que dans les bureaux de l'étage, à 20h, il faisait entre 23,5 et 22,5 degrés. Et par contre, à 8h du matin, on voyait qu'on était qu'à 21,5 et 23 degrés. Enfin, tout ça pour vous dire que finalement, ce bâtiment, il n'arrive pas à déstocker la chaleur. On gagne peut-être 2, voire 3 degrés dans le meilleur des cas. Et ça veut dire que là, ça pose aussi un gros souci dès le matin, puisqu'on se retrouve avec des températures assez élevées, et ce qui pénalise effectivement après l'évolution, on va dire, dans la journée. Donc ça, c'est un constat qui permettait de valider une réflexion et de voir les propositions qui pourraient être faites. Donc une fois ce constat fait, au niveau des mesures de température, l'intérêt aussi, c'est de regarder, parce que le bâtiment on le visite, c'est de voir aussi ses points forts et ses points faibles. Et là-dessus, quand on voit un peu les points forts, sachant que l'important aussi, c'est de faire le lien aussi entre confort d'été et confort d'hiver, car parfois ce sont des choses qui se croisent. Pas tout le temps, mais là c'est parfois le cas. Et notamment, par exemple, les points positifs, c'est ici que dans la mairie, on a à côté plein sud, on a un sas, donc qui est tout vitré est et ouest, avec une toiture ardoise. Donc là aussi, qui au niveau apport solaire est pénalisant. Donc c'est un point positif parce que l'hiver, il permet de faire zone tampon, et la zone d'accueil qui est à l'intérieur est quand même, on va dire, moins assujettie au froid.
On a des films solaires sur toutes les parties sud, hein, vraiment, que ce soit rez-de-chaussée, étage, on a des films solaires. Ça, c'est les points positifs. Et puis le gros intérêt, et j'y reviendrai après, c'est que les fenêtres, elles comportent des impostes en partie haute, notamment au niveau du rez-de-chaussée, et aussi les fenêtres sont aussi le battant. Donc ça veut dire aussi qu'on peut engendrer un courant d'air, que ce soit en journée ou voire potentiellement la nuit. Par contre, les points négatifs qu'on a, ce sont en fait déjà une toiture des bureaux qui sont sous rampant de toiture. Et ça, c'est un gros point problématique quand même, surtout que l'isolation derrière n'est pas extraordinaire et d'origine. On a toujours aussi ce sas vitré qui était un point positif pour l'hiver, mais qui devient en fait une serre en fait l'été, et donc qui contribue aux apports solaires indirects dans le bâtiment. Et puis aussi, on voit qu'on n'a pas de protection extérieure à part les films solaires, quoi. Et donc, d'ailleurs, ces mêmes films solaires qui sont aussi un peu pénalisants en hiver, puisqu'en fait, ils vont limiter aussi ces apports solaires qui permettent d'apporter un chauffage indirect. Donc, c'est pour ça que l'idéal dans la réflexion, c'est de trouver aussi un compromis entre confort d'hiver et confort d'été, parce que parfois, ça peut se télescoper. Donc, les solutions que je vais présenter ici, en fait, c'est des choses sur lesquelles on a discuté avec la commune et je pense, alors la suite, elle va être à donner, parce que pour l'instant, ce qui va faire surtout le choix, on va dire, des solutions techniques, c'est aussi une question budgétaire, en fait. Donc, et notamment, la première solution sur laquelle la commune a réfléchi, c'est l'isolation thermique de la toiture. J'avais précisé, c'est un bâtiment qui a plus de 30 ans, qui n'a pas été rénové. Donc, on a une toiture qui est mal isolée. Et donc, ça veut dire qu'en plus en laine minérale, et donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail à réaliser sur un meilleur confort thermique d'hiver, avec la meilleure isolation, et on en a parlé un tout petit peu aussi sur l'inertie, mais aussi de travailler aussi sur le déphasage. Donc là, j'avais mis une différence de déphasage entre la laine de roche et par exemple de la fibre de bois. Bon, ça c'est un outil qui s'appelle Ubacus qui permet de faire une simulation comme ça, un peu en statique vis-à-vis du choix de l'isolant. Donc normalement, la commune a fait un devis, donc elle a, je crois pour 53 000 € pour remplacer toute la partie isolant si elle veut améliorer sa toiture. Et l'autre solution qui peut être pertinente si on ne travaille pas forcément sur l'isolation, c'est de surventiler, on va dire, de surventiler la toiture pour éviter après des gros apports de chaleur sur la partie intérieure. Ça, c'est vraiment une solution qui est juste pertinente pour effectivement si on ne travaille pas sur l'isolation. Et après, les autres solutions qui sont prises en compte, c'est de concilier, comme je le disais, la partie hiver et été. Donc, c'est notamment sur le choix des ouvrants. Et là, les critères ne sont pas du tout les mêmes. On va dire entre les deux, puisque là, c'est la performance thermique qu'on va privilégier sur les ouvrants, alors qu'ils ne sont pas les mêmes façade nord ou façade sud. Hein, c'est sûr qu'ils seront un peu plus conséquents sur la façade nord, puisque plus déperditive. Et sur la façade sud, on va plutôt travailler sur plutôt soit le facteur solaire ou la transmission lumineuse. Donc le facteur solaire, c'est ce qui permet de limiter éventuellement des apports solaires excessifs sur les parois vitrées. Alors ça, je dirais que ça c'est un peu la théorie. Moi, je dirais que l'idéal, c'est plutôt de travailler, d'avoir une bonne transmission lumineuse et que le facteur solaire, il soit plutôt, on va dire, non pas impacté par le vitrage, mais plutôt par des protections solaires, plutôt mobiles de préférence. Et comme on l'a évoqué, éventuellement aussi une casquette par exemple, mais pas forcément par la menuiserie elle-même. Et donc, ce qui a été proposé comme solution, alors après, c'est des coûts qui sont assez importants, parce que déjà, de remplacer à peu près les ouvrants, c'est à peu près 1 000 € du mètre carré, c'est soit de concilier, par exemple, une solution 2 en 1, c'est-à-dire de travailler sur la performance thermique de l'ouvrant et aussi sur le facteur solaire, justement, sur les apports solaires. Donc là, c'est les vitrages dits respirants, qui comportent en fait une lame d'air respirante avec en fait un store, style un peu vénitien, donc qui permet de limiter les apports solaires. Donc on travaille sur le confort d'été et d'hiver, et sinon après des solutions plus classiques qu'on a un peu évoquées, donc des stores toiles ou des stores, enfin notamment les brise-soleil, de solutions qu'on rencontre de plus en plus couramment. Et après, bien sûr, les casquettes sur la façade sud. Et je parle bien uniquement sur la façade sud, puisque ce n'est pas adapté pour les façades est et ouest. Et aussi de la végétalisation. Donc, on pourrait très bien aussi avoir une casquette végétalisée qui permettrait, associer la végétalisation, permettrait aussi de faire le travail en façade sud, qui est quand même la plus exposée, que ce soit au rez-de-chaussée et de l'étage. Et puis aussi une dernière solution un peu évoquée, c'est aussi les surfaces vitrées. C'est vrai que dans ce bâtiment-là, on le voit après, mais on a quand même des allèges qui sont toutes vitrées et qui finalement n'apportent pas forcément
forcément grand-chose en termes de confort visuel ou d'apport d'éclairage naturel dans les locaux. Hein, ça ne va pas impacter sur le plan de travail. Ce qui est le plus important, c'est vraiment à hauteur de personne, à hauteur de plan de travail, ou même au contraire sur des hauteurs plus élevées. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des surfaces vitrées en allège basses, c'est pas forcément, et donc ça veut dire qu'on peut aussi peut-être réduire un peu les coûts dans une rénovation future. Donc voilà, et puis deux dernières solutions qui sont importantes et à compléter, sachant que je ne l'ai pas dit, mais en fait, toutes ces solutions-là sont complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas il n'y a pas de solution miracle, il faut en concilier au moins 2 ou 3 pour résoudre les problèmes de confort. C'est effectivement la surventilation nocturne. On a parlé de s'appuyer, notamment de ventilation naturelle, traversante ou par dépression, mais c'est vrai que en fait, le problème de la ventilation nocturne, c'est qu'elle nécessite en fait un taux de renouvellement d'air très important. C'est-à-dire que la VMC que vous avez dans vos locaux, elle ne peut pas faire ce travail-là. Et donc, soit l'ouverture des fenêtres ou la mise en place de grilles de ventilation, notamment en partie allège, qui pourraient être ouvertes soit de manière manuelle ou automatique, permettront d'avoir des 3 ou 6 volumeurs, on va dire, pour vraiment déstocker les calories dans le bâtiment la nuit. Et ça, c'est vrai qu'on peut gagner 3 à 5 degrés, sachant que, comme je l'ai dit, on a quand même des nuits en général, pour l'instant, plutôt fraîches, on va dire en Bretagne, enfin même autour de Rennes. Donc il faut essayer de profiter des contrastes thermiques entre jour et nuit, quoi. Et la dernière chose qui est importante, alors l'équipement principal qu'on voit, ce sont les ventilateurs sur pied, qui sont pas très performants parce que les vitesses de rotation sont très importantes, mais ce qui peut être de plus en plus intéressant, c'est notamment effectivement de travailler sur des brasseurs plafonniers, pardon, comme on peut voir dans des installations, notamment dans des pays tropicaux, quoi. Et c'est vrai qu'on a des vitesses d'air beaucoup moins importantes, et donc en termes de confort, même si on est à 30 degrés, on peut gagner 2 à 3 degrés en termes de ressenti, parce que ça ne refroidit pas l'air, mais ça permet d'avoir un ressenti un peu meilleur. Et donc s'il fait peut-être 29 degrés dans la pièce, on peut avoir un ressenti proche des 25-26 degrés, ce qui est quand même beaucoup plus supportable pour l'usager. Donc ça, c'est une piste vraiment à fortement creuser. Alors après, il y a des contraintes, parce qu'il faut quand même des hauteurs au niveau plafond. Et en plus, l'intérêt aussi, c'est que ça peut servir aussi de déstratificateur à l'hiver. Donc ça veut dire qu'on peut rejeter aussi l'air chaud vers le bas en hiver, et donc on peut faire aussi quelques économies de chauffage. Et aussi, c'est surtout moins bruyant. Donc voilà pour les solutions sur lesquelles on va creuser sur Montgermont, sachant qu'on a quand même plusieurs demandes, en tout cas de communes, où on risque de retrouver ces solutions-là, par contre qu'il faut adapter au cas par cas, en fonction du constat fait par les appareils de mesure. Et juste pour vous montrer une dernière chose, en termes de protection solaire, là c'est en fait le centre de loisirs des Corrigans à Vezin, et c'est vrai que par exemple c'est un bâtiment qui est très bien fait aussi, alors qui a notamment justement des protections extérieures qui permettent de lutter contre les surchauffes, mais par exemple là, même si on est orienté sud, on voit que par exemple au mois de juin à 9h30, on est obligé de baisser les stores déjà dès le début de matinée pour se protéger du soleil. Donc c'est vrai qu'il y a malgré le débord de toiture, il n'est pas suffisant vis-à-vis de la hauteur de litrage. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, je trouve, une réflexion technique et parfois de bon sens aussi à avoir, que ce soit en amont des projets lors de leur construction, et après comment on peut concilier, on va dire, sur la réno. Et la solution qui a été proposée par la commune, c'est de mettre en fait tout simplement une pergola sur des filins, qui sont ici par rapport au bâtiment, et qui va permettre de végétaliser une partie de la cour bitumée, et justement d'éviter de baisser les stores dès 9h du matin, quoi. Donc voilà, je suis allé très très vite sur le témoignage. Ouais, merci. En fait, on voilà. sait qu'on a complètement débordé là sur le timing prévu et on s'en excuse. Merci, Paolo, en tout cas. Donc, je ne sais pas quand même s'il y avait une question ou deux sur cette présentation. C'est vrai qu'il est un peu tard par rapport à ce qui était envisagé, mais s'il n'y a pas de questions, en tout cas, merci aux intervenants, aux participants. Donc, on en a perdu pas mal parce que c'est vrai que l'horaire est un peu dépassé. Et ce qu'on souhaitait, par contre, c'était éventuellement recueillir vos besoins, vos attentes, parce qu'on envisage en fait de relancer un nouveau cycle de webinaire en 2025 sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Et donc, voilà, l'idée, ce serait de repartir sur un cycle de 3 webinaires thématiques.
Et donc, si vous avez voilà, des attentes, des propositions, n'hésitez pas à nous en faire part, soit dès maintenant, ou sinon, voilà, vous avez aussi nos coordonnées, donc vous pouvez nous envoyer par mail vos propositions, vos questionnements, vos attentes. Et voilà, on vous reproposera donc un cycle de webinaires. Donc, il y aura certainement quelque chose sur la santé. On imaginait ça, sur l'eau, enfin voilà, donc n'hésitez pas, et peut-être un webinaire spécifique sur les bâtiments publics, parce que là c'est vrai que on a vu la présentation voilà, de Paolo et même les présentations précédentes. C'est vrai qu'il y a des enjeux quand même spécifiques, hein, par exemple sur les établissements scolaires. Donc voilà, ça pourrait aussi être un thème d'un futur webinaire. Donc je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des suggestions à nous faire. Mais sinon, bah, on va conclure en tout cas pour aujourd'hui. Et puis de toute façon, on reviendra vers vous avec un nouveau programme pour l'année prochaine. Donc on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.